cette loi arrive après une visite officielle et avec un accord de relation de paix entre la France et l'Algérie renouvelé. C'est un citoyen, mais pas un Français. On se rend compte qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de sortie de crise possible, que ces gens n'ont pas de parole. Même sur un papier, de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance. Les relations n'ont jamais été bonnes et elles ne pourront pas l'être tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance. Au Maroc, ils ont créé une industrie tenue par la France. Il faut être très clair, 100% des capitaux sont français et les bénéfices restent français. La France est un des pays qui détient le plus de réserves d'or sans avoir de mines sur son territoire. Pareil pour la guerre de Corée. Ils ont tué à peu près 2 à 3 millions de personnes. Les Américains ont perdu en 1953. Bienvenue pour un nouvel épisode. Sur cette chaîne, on n'a pas pour habitude de parler de politique, mais là, on va faire une exception parce qu'on va traiter un petit peu de l'actualité, essayer de décrypter tout ce qui se passe d'un point de vue plutôt géopolitique. Et comme tu sais, il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation. On peut difficilement attaquer l'Algérie d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire. Donc, beaucoup de nos adversaires utilisent massivement la voie diplomatique. Et on a besoin un petit peu de décrypter pour tous ceux qui nous voient un petit peu sur les différents sujets, que ce soit les relations avec la France, puis ensuite le Sahel. Et enfin, on terminera de manière générale avec le Moyen-Orient pour décrypter un peu tout ce qui se passe autour de l'Algérie. Merci à toi de nous avoir honoré de ta présence. Merci pour l'honneur que tu me fais de m'inviter, il faut dire, depuis le temps qu'on se connaît. Ça fait plaisir. Alors, premier volet, premier sujet, donc c'est les relations houleuses entre l'Algérie et la France. Comment tout a commencé? Car on sait que ça n'a pas commencé avec l'affaire des influenceurs, comme ça n'a pas commencé le 7 octobre. Quel était le précédent? Quel était le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans cette situation entre l'Algérie et la France? Alors en réalité, l'idée selon laquelle les relations se dégradent entre l'Algérie et la France, c'est une idée fausse. Les relations n'ont jamais été bonnes. C'est-à-dire qu'on se fait des fausses idées. Bon, Chirac, un temps, en Algérie en 2005, qui est reçu comme un roi, effectivement. Et Chirac était un espoir sérieux, puisque c'est un homme politique gaulliste. Hein. On parle du gaulo-chiracisme. Mais la relation n'a jamais été bonne. Pourquoi? Parce que tous les présidents français ont toujours eu à cœur de ne jamais reconnaître les crimes de guerre perpétrés en Algérie, les massacres de grande échelle, voire pour certains des génocides. Donc, de dire pourquoi est-ce que ça se dégrade maintenant, c'est pas que ça se dégrade, c'est que c'est une constante. Les relations sont pas bonnes. Il y a des petits pics comme ça d'embellissement qui sont sabrés immédiatement derrière. Je prends l'exemple de Chirac. Pourquoi? Parce que Chirac, en 2005, quand il vient en Algérie, ça se passe très bien. On parle de lune de miel. Les deux présidents s'entendent parfaitement. Le peuple le reçoit comme ce qu'il est, un personnage historique, hein, puisque c'est le cas. Et à côté de ça, on a quoi? On a un Parlement qui lui est d'ailleurs favorable, c'est la droite, qui va qui va tenter de faire voter une loi assez ridicule sur le rôle positif de la colonisation en Algérie. Donc cette loi arrive après une visite officielle et avec un accord, je dirais, de relation de paix entre la France et l'Algérie renouvelée, avec une relation d'amitié qui est en train de se placer, et ces hommes vont savonner la planche, comme je dis. Donc il y a un courant de droite et d'extrême droite qui toujours était à la manœuvre pour faire en sorte que la relation se dégrade. Donc c'est une relation qui est en dents de scie. On a eu l'ère Sarkozy, pareil, il arrive, un bain de foule, tout le baratin habituel, finalement il fait rien. Ils font des petits gestes très très marginaux qui ne donnent pas de corps et de sens à une réalité, à savoir à la reconnaissance des crimes de guerre perpétrés en Algérie par la France, que le président algérien réclame, mais que les Français ne veulent même pas reconnaître. On est au stade de cette reconnaissance. Et donc ces relations n'étaient pas très bonnes, mais ce n'était pas non plus une catastrophe. On n'était pas dans le gel total. Là, on a l'accélération de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on a un homme qui arrive aux commandes, un homme illégitime, je le dis, parce que le gouvernement est illégitime. C'est M. Retailleau, donc c'est pas la France, c'est M. Retailleau. Je pensais qu'il allait dire Macron. D'accord. Non, Macron est un homme qui est sous influence. Je le dis et l'ose. Macron est un homme qui était intéressant en 2017, quand il parle effectivement de crimes contre l'humanité, ce qui c'est le cas, hein, c'est bien des crimes contre l'humanité peut-être en Algérie, parce que l'estimation, c'est entre 4, 5, 6 millions de personnes qui ont été exterminées durant 132 ans. Et donc, quand Macron arrive, il a un discours avant l'élection présidentielle qui est très offensif. Il rentre en France, le lendemain, il se rétracte. Le fameux en même temps. Je dis ça, mais en même temps, je dis le contraire. Et donc, il y a quand même une démarche d'un homme qui n'a pas été le descendant d'un militaire, le descendant d'un appelé contingent, le descendant simplement même de rapatriés ou du courant d'extrême droite. Macron était un pragmatique, il est de moins en moins malheureusement, et était un espoir d'une relation apaisée et vraiment proactive. Et c'est vrai que différentes visites en Algérie vont dans cette direction. Malheureusement, les premiers points commencent à arriver avec l'affaire de Kamel Daoud, au Point, donc, qui est rédacteur au Point, journal de droite connu, et qui va pousser Macron à la faute. Il va lui faire dire à Macron qu'il y a une rente mémorielle, qu'il y a une junte militaire, enfin ce genre d'absurdité un peu ridicule. Verbiage l'Algérie rodé. est une démocratie, enfin rappelons-le quand même, c'est une démocratie. Ils n'aiment pas l'idée que l'armée existe et qu'elle est. Ils utilisent souvent le terme de régime, de junte, voilà, tout ça pour dénigrer. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on utilisait pour l'Amérique du Sud dans les juntes militaires, effectivement d'extrême droite comme Pinochet. Mais là, on veut qualifier l'Algérie comme ça, alors que pour autant, il y a des élections permanentes
que ce soit les walis, que ce soit d'ailleurs la présidence, la députation, qui sont organisées, bon an, mal an, avec une adhésion plus ou moins importante de la population, mais des élections qui démontrent que l'Algérie est une démocratie. Ça n'est pas une dictature comme certains régimes autoritaires de type soit militaire connus en Afrique. Et quand on voit le taux d'abstention en France, est-ce qu'on peut se permettre de donner des leçons? Le parallèle est intéressant, parce qu'on a à peu près le même taux d'adhésion dans un pays qui est une jeune démocratie. On n'a que 63 ans, il faut le rappeler. Dans un pays qui est en plus sous une zone de tension, on peut en parler, géopolitique importante, et qui doit garantir la souveraineté du territoire par le soutien d'une armée solide. C'est ça. La République a 63 ans. L'Algérie... Oui, l'Algérie, c'est des millénaires. Mais la République a 63 ans. Je parle de la République indépendante. Tout à fait. Qui s'est détachée de la barbarie coloniale. Et donc, lorsqu'on va dire l'Algérie est une junte, c'est une façon de qualifier un peu, de façon ridicule le côté un peu militariste. Lorsqu'on va dire que l'Algérie est un État, et ça a été dit par M. Retailleau récemment, indirectement, qui va utiliser des méthodes terroristes, on veut faire un glissement sémantique. N'importe quel pays. Simplement parce qu'il y a l'affaire de Amir DZ, c'est sorti comme ça du chapeau, qui aurait été séquestré 27 heures, et ce serait une action qui serait apparentée à du terrorisme. Donc, c'est la cellule antiterroriste qui va prendre le relais. Ça, c'est intolérable. Mais c'est M. Retailleau qui est à la manœuvre, avec une droite qui le suit plus ou moins, pas toute la droite. M. Retailleau et puis l'extrême droite. Bon, l'extrême droite, c'est normal, ils sont fondés sur la guerre d'Algérie, les perdants. Ministre de l'Intérieur qui s'occupe des affaires... Du culte en plus. Une fois, j'ai fait l'humour en disant le ministre inculte et pas du culte, parce qu'effectivement, il a du mal à comprendre le sens de l'histoire. Il faut rappeler qui est Retailleau. C'est un personnage qui est vendéen, qui a été éduqué en école catho, qui est un catho intégriste. C'est un truc qu'on oublie toujours de dire. C'est un catholique intégriste et qui se croit en croisade. Et sa croisade est anti-algérienne, mais aussi anti-musulmane. M. Retailleau fait feu de tout bois de tout ce qui est étranger, et particulièrement bronzé, il a du mal avec ça. Et donc, cette tension, elle va être ravivée par cet homme. C'est lui qui disait « abat le voile », au passage. Abat le voile, ce qui est très grave. Là, par contre, abat le voile, c'est un appel au meurtre. Et en plus... Et malheureusement, les conséquences... Il y a eu des conséquences. Aboubacar Cissé, père son âme, qui a été assassiné parce qu'un homme politique a lâché la meute. Indirectement. Évidemment, on ne va pas dire que c'est lui le criminel. Bien sûr. Mais il a initié un mouvement dangereux. Et donc, il arrive aux affaires de façon illégitime, encore une fois, je le rappelle, nommé deux fois, alors que c'est l'opposition qui a gagné. Donc, déjà, en termes de démocratie, on peut commencer à questionner le système français. Mais bon, mettons ça de côté. Il a l'espoir d'être le dirigeant des LR, effectivement, l'élection est en cours, et il a l'espoir, dans un discours outrancier, de copier, il le dit lui-même d'ailleurs, à Sarkozy. Je suis effectivement le fils spirituel de Sarkozy. Quel papa, quand on voit le multicroc d'années que c'est. Et donc, on a une relation distendue qui se dégrade parce qu'un homme, un homme par la France, je dis bien un homme politique, a décidé de faire campagne sur la haine de l'Algérie. Et je pèse mes mots, la haine de l'Algérie. On n'est pas sur un discours critique. On n'est pas sur un discours construit et logique. Est-ce qu'on peut se mettre en froid avec une grande nation comme l'Algérie, avec des intérêts considérables, 6 000 opérateurs français en Algérie, quand même, c'est pas rien. Donc des centaines de milliers d'emplois à la clé. Des relations économiques longues sur le pétrole et le gaz, et sur l'exploitation de tout un tas de ressources dans le pays. Évidemment, l'Algérie est mise en concurrence aujourd'hui. La France est mise en concurrence, et c'est peut-être ça qui les dérange. Mais est-ce qu'on peut créer des tensions à ce point violentes parce qu'un Amir DZ, qui est un pseudo-opposant, aurait été, je dis encore aurait, parce que l'enquête ne fait que démarrer, aurait été séquestré par on ne sait qui? Est-ce qu'on peut créer des tensions parce que les OQTF algériens ne sont pas plus exécutés que ceux du reste de l'Afrique, sur l'Afrique du Nord, le reste de l'Afrique? Est-ce qu'on peut créer des tensions pour cela? Non. Sauf si on a un agenda politique. Tout à fait. Sauf si l'objectif, c'est de faire du Sarkozy en plus sale pour juste gagner des points. Et d'ailleurs, il le revendique encore ce matin dans un article. Je n'ai pas été assez loin avec l'Algérie. C'est dire un peu l'outrance. Eh bien non, je pense que la relation France-Algérie n'est pas bonne depuis toujours parce que les Français ne font pas l'effort de reconnaître ces crimes de guerre. Et je l'ai déjà dit, s'il y a une rente mémorielle, elle est entretenue non pas par la partie algérienne, par la partie française. Parce que la rente mémorielle, c'est quoi? Si les Français demandent pardon et reconnaissent leurs crimes, il n'y a plus de rente. C'est fini. Ils la sèchent. Or, ils n'ont même pas ce geste-là. Que les Allemands à Nuremberg ont eu. Ils ne veulent pas, concrètement, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire? Donner l'accès aux archives, rendre des... Pire que ça, c'est juste ça. Je parle de Nuremberg, pourquoi? Parce que Nuremberg, on a quoi? On a une relation franco-allemande qui s'améliore parce qu'il y a d'abord un procès, il y a des condamnations, il y a des reconnaissances, il y a des documentations, il y a l'accès à toutes les archives absolues, puisque les Allemands sont vaincus. Et à ce moment-là, les Allemands demandent pardon officiellement et sont condamnés pour cela. Donc on va non seulement sur la demande, la contrition, mais en plus la condamnation. Côté algérien, on n'est même pas au stade de la reconnaissance. C'est de dire oui, on a fauté. Ils disent oui, c'était pas bien, mais c'est pas la reconnaissance. Tout à fait. Oui, on vous demande pardon. Ils ne sont même pas à ce stade. Ou ils le font de manière très ponctuelle, comme ça, une petite phrase qui est lâchée ici et là. Un personnage par-ci, un autre. Ali Boumengel, Brice Audin. C'est ça. Et c'est de la décoration. On peut pas... Une petite plaque dans une rue. Une petite plaque comme ça, mais c'est très décoratif. Dans les faits, on parle d'un crime qui a touché, au bas mot, 30% de la population de façon active.
durant la guerre C'est d'Algérie. ce qui a été, effectivement. Voilà. Et toute la population algérienne pendant tout le conflit. Parce qu'il faut rappeler quand même que ça a commencé à l'ouest avec des massacres de masse face à la résistance d'Emir Abdelkader. Et ensuite à l'est avec Bouamama, tous les grands résistants de la région est. Jusque dans le sud. Jusque dans le sud. Donc, Toutes les régions algériennes se sont toujours battues et ont toujours été écrasées par les armes. 8 mai 45, récemment, on a fêté les 80, enfin célébré, commémoré les 80 ans. Tout ça pour dire que les Français ne reconnaissent pas leur crime. D'ailleurs, le 8 mai 45 est en cela le pire. Non pas pour la quantité de morts, c'est à peu près 45 000 morts, mais parce qu'on envoie des hommes combattre en Europe pour libérer du nazisme raciste l'Europe de cette barbarie. Hein. En leur promettant En leur promettant quoi? Vous aurez un peu plus de liberté, un peu plus de reconnaissance culturelle, bref, on leur promet ça. Les combattants qui viennent en Europe se battent, ont pris leur vie pour certains, et ceux qui reviennent à Khenchla, à Gelma, Khalata et Steve, ouais. voient leur famille assassinée. Et voient, c'est comme ça d'ailleurs que le sionisme va fonder. Ils reviennent après s'être battus pour des Français ingrats, et ils voient chez eux qu'on les a assassinés. Pourquoi? Parce qu'un homme de 26 ans a sorti un drapeau. Algérien. Voilà, donc ça, c'est vraiment la bassesse par excellence, avec évidemment tout un écosystème de barbarie coloniale, puisque les colons étaient à la manœuvre aussi. Ça rappelle un peu la Palestine d'ailleurs, tous armés qui tuent les Arabes dans la rue. Et là, on commence à se rendre compte que ces gens-là n'ont pas de parole. Ils vous prennent des choses pour aller vous battre pour une cause qui n'est pas la leur d'ailleurs, et finalement n'ont pas de parole. Pire encore, c'est là où il y a une ironie. Les nazis qui n'étaient pas les plus sympas, on peut le dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, vont jusqu'à essayer de convaincre. Ils se sont même inspirés. Mais oui, mais clairement. Les nazis se sont inspirés des Français. Ça dérange, mais c'est un fait. Hein. Le gouvernement général d'Alger, on le retrouve en Pologne. Hein. Le gouvernement général de Pologne, qui a été fait par Hans Frank, donc c'était un des classiques du nazisme. C'était pas en plus un imbécile, c'était un juriste allemand qui va créer le gouvernement général de Pologne parce qu'il s'inspire de l'Algérie. Et les méthodes de colonisation à l'Est sont les mêmes. Les mêmes. Contre grotte. Dans les enfumades, ils ont utilisé les mêmes méthodes. Donc l'inspiration est évidente. Mais ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est se dire, ces gens-là n'ont pas de parole, on se bat contre les nazis nous disent, mais pourquoi vous battez contre les Français, contre nous? Les Français sont pas sympas avec vous, ils se foutent de vous depuis des siècles, maintenant on dira des dizaines d'années. Nous, on vous propose la liberté. C'est ça qu'on entendait à l'époque. Et en dépit de ce discours nazi qui aurait pu être séduisant pour des gens qui n'étaient pas forcément éveillés, parce que les Algériens ne savent pas ce que c'est le nazisme, à ce moment-là on n'est pas au courant, on voit juste des Allemands qui se battent contre les Français. Eh bien, ils n'adhèrent pas au nazisme, ils n'aident pas les nazis, contrairement à ce que dit Sansal, ce qui est très sale d'ailleurs, et ils vont se battre pour la France parce que la France leur promet plus de liberté. Et la récompense, c'est de tuer leur famille chez eux. Alors qu'ils se battaient à Monte Cassino, qu'ils se battaient à... Et tout ça, pas de reconnaissance, pas d'action, des sous-hommes, quoi, en l'occurrence, des êtres infériorisés par des lois, parce que c'est une loi quand même, le code de l'indigène, qui dit l'indigène n'est pas un être à part entière, c'est un sujet de la France, c'est l'objet. C'est un citoyen, mais pas un Français. Un sous-citoyen. Parce que citoyenneté, c'est quand même un rang, on peut voter. Eux, c'est un sous-citoyen. L'indigène, c'est un objet, c'est ce qu'on appelle un sujet. Le sujet en général, c'est un objet. Le roi avait des sujets. Et donc, le roi de France. Et donc, c'est en cela qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de sortie de crise possible, que ces gens n'ont pas de parole. Même sur un papier, de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance. Et les militants du FLN vont naître, ils ne sont pas encore FLN. Et l'émir Abdelkader s'en souviendra également. Le fameux traité qu'il a signé avec la France, où il aurait dû avoir, bref. On connaît un peu toujours les mêmes techniques comme ça de paroles données qui ne sont pas tenues. Simplement pour massacrer l'Est et revenir à l'Ouest. C'est comme ça qu'ils ont fait les Français avec ce fameux traité. Mais ce qui est sûr, c'est que les Algériens se rendent compte qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ils se sont dit, attends, on a discuté avec eux, on a négocié avec eux, on a fait de la politique avec eux. Il n'y a rien à obtenir, on passe par les armes. Et c'est à ce moment-là, 9 ans plus tard, que le conflit va s'inverser. Alors, donc, ça c'est bien de le rappeler, qu'en réalité, comme tu l'as dit, les relations n'ont jamais été bonnes. Et elles ne pourront pas l'être tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance de ce qui s'est passé. Et ensuite, tu as parlé de Retailleau. J'ai l'impression que sous l'ère Macron, il y a eu une tentative, quand ils ont envoyé une délégation d'une grande équipe, de faire un peu du pied vers l'Algérie. Ils sont venus, on a même vu Emmanuel Macron à Disco Maghreb, essayer vraiment même de jouer sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, de surfer un peu sur le buzz. On a eu l'impression qu'il y a eu cette tentative de rapprochement et qu'ils n'ont peut-être pas eu ce qu'ils espéraient. Et suite à cela, les choses se sont accélérées. Et qu'ensuite, Retailleau, finalement, est arrivé sur la piste, parce qu'il a également des intérêts, un agenda politique, comme tu l'as dit, par rapport à son parti. Ma question, c'est est-ce que le fait, peut-être que la France
a dû Manu Militari quitter ses intérêts en Afrique, ou bien n'a pas obtenu certains intérêts qu'elle espérait avec l'Algérie. Est-ce que c'est pas ça qui a déclenché, qui a accéléré ces tensions? Alors, il y a les facteurs endogènes et exogènes. Endogène, c'est quoi? C'est la question économique. Les Français viennent dans l'Algérie en 2022 avec 17 ministres, c'est vrai qu'il y a une grande cohorte de ministres, pour signer des contrats. Mais moi, j'ai étudié ces contrats, très à la marge. Il n'y a pas d'investissement réellement productif. On parle beaucoup de culturel, de cinéma, de sport, de sécurité, évidemment, l'obsession française, mais on ne parle pas d'investissement sérieux. On ne parle pas, par exemple, de l'usine Renault, qui était une vulgaire usine de montage, qui produisait 30 000 véhicules par an avec le système SKD. Bref, un système de montage classique, on met les pneus, deux, trois coups de peinture. C'était pas sérieux. Les Algériens demandaient un vrai transfert de compétences et de technologies pour créer une véritable industrie. Absolument. Or, effectivement, au Maroc, ils ont créé une industrie tenue par la France. Il faut être très clair, 100% des capitaux sont français et les bénéfices restent français, malheureusement pour les Marocains. Mais il y a une industrie qui a été créée avec un écosystème, ce qu'on appelle les équipementiers. Donc tout le système est mis en place pour créer une base industrielle qui crée de l'emploi. Un véritable constructeur automobile n'est qu'un motoriste au départ. Ce qui crée tous les éléments, les équipements pour faire l'automobile en elle-même, ce sont des gens qu'on appelle les sous-traitants, les équipementiers, qui apportent tous ces éléments pour finaliser un produit. Et ça crée entre 100 et 150 000 emplois. Quand vraiment tout l'écosystème, si on arrive à un taux de 80% d'intégration, ce qui est le cas au Maroc, quand l'écosystème est mis en place, oui, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en Algérie, on avait un taux d'intégration de 3%. 3%. 3%. C'était 30. 30%, c'est ce qui était prévu à la signature en 2014. Et là où on voit que c'était vraiment fourbe de la part des Français, c'est que c'était à l'époque Carlos Ghosn. Il nous signe 30% de taux d'intégration, ce qui était prévu sur 5 ans. Et en contrepartie, ils avaient 5 ans d'exclusivité sur le marché algérien. Ça veut dire qu'on travaillait avec personne d'autre qu'avec eux, ce qui est déjà grave. Ensuite, un fameux véhicule symbole, qui est une plaisanterie, de mauvaise fabrication d'ailleurs, va produire 30 000 véhicules par an qui alimentent même pas le marché national, qui ne peut pas autoriser à l'export, comparativement au Maroc, 700 000 véhicules par an. Alors là, on est sur la production de masse. Et donc, il faut dire que les Français sont intéressés, 100% des bénéfices reviennent dans la poche de Renault, la maison mère. En Algérie, c'est le contraire, parce que c'est du 49-51. C'est-à-dire que la majorité du capital est tenue par les Algériens, ce qui fait que le Français ne peut pas partir s'il le désire, il n'a pas le droit. C'est le possédant du capital qui a la décision. Et que le Français voudrait importer des produits fabriqués ailleurs pour les assembler en Algérie, mais à un taux vraiment marginal. Donc tous ces éléments-là ont créé une tension. On sent bien que ce n'est pas l'investissement productif, mais l'investissement d'exploitation pour prendre des bénéfices. On sent bien qu'il n'y a pas une vraie relation pour créer une relation j'appelais ça à l'époque le co-développement ou simplement de colocalisation, de création de richesse, parce que le marché africain nous est ouvert, vu que les infrastructures sont en place. Donc tout ça fait que il y avait un jeu de dupes. C'est-à-dire que quand il a fait sa visite, moi j'étais choqué par le fait qu'il n'y a rien d'intéressant réellement concrètement, à part le gaz, le pétrole et la sécurité évidemment. L'autre aspect, c'est les différentes petites phrases comme ça qui sont sorties au fur et à mesure pour pourrir la relation. La fameuse entretien avec Kamel Daoud, qui n'est pas non plus le plus éclairé de la famille, hein. C'est pas une lumière ce bonhomme-là, qui a quand même sorti, il faut rappeler pour donner le personnage, que les Algériens n'étaient par essence des violeurs. Hein. Sur l'affaire de ce qui se passe en Allemagne, qui était une fake news, il a quand même dit que les Algériens étaient frustrés, donc violeurs. Bon, ça lui appartient de penser cela, c'est peut-être lui qui a un problème avec ça, mais bon. Généraliser son cas, peut-être. Oui, je pense qu'il est généralisé. Et puis, de toute façon, c'est un personnage complètement insignifiant, intellectuellement, qui ne vaut rien. Enfin, c'est vraiment. C'est un type dégoûtant. Il vient de voler l'histoire d'une pauvre femme qui était sur la décennie noire. Enfin, vraiment, c'est un type qui est écœurant. Et qui flirte avec l'extrême droite, d'ailleurs. On va y revenir. Et donc, ça, c'est un premier élément. Second élément, qui a des fuites du monde, on en a parlé aussi. Donc, il attaque encore l'Algérie sur la question de l'Algérie était créée par la France. C'est un État qui a été créé en 62. Enfin, ce genre de stupidité. Comme si un État se crée comme ça par un autre État, bref. Alors que dans les faits, un État se crée sur une succession de conquêtes, effectivement parfois de reflux, mais une succession culturelle, une succession historique. On parle de la Numidie jusqu'à l'Algérie moderne, il y a quand même un parcours très long qui a plus de 2000 ans, avec des villes qui ont une des premières villes au monde. C'était Cirta, comme on l'appelait, donc c'est Constantine, c'est une des premières villes, hein, c'est pas rien. Je veux bien entendre ce qui caractérise un État, c'est quoi? C'est d'abord un pouvoir centralisé, une économie centralisée, la création de villes, donc on n'est plus des nomades, on était citadins. Monnaie qui a été frappée. Monnaie frappée. Donc tout ce qui caractérise la monnaie est un État. Puis je rappelle quand même que les premiers États, ils sont nés chez nous, ils ne sont pas nés chez eux. On oublie ça. Je veux dire que sur la Mésopotamie, première nation structurée, moderne, en passant par l'Afrique du Nord, c'est eux qui reçoivent ça de nous et pas le contraire. Donc tout ça pour dire que ces sorties hasardeuses dégradent un peu la relation, mais il n'en demeure pas moins que le président algérien et le président français s'entendent bien. Donc, ils vont dépasser ça. Et on voit qu'au fur et à mesure, il y a toujours des manœuvres. Après, il y a l'affaire de ce pseudo-écrivain, donc Sansal,
qui est présenté comme français alors qu'il est naturalisé, donc il n'est pas français. C'est juste un produit qu'on lui met dessus. Mais Sansal va être, même c'est important de le rappeler, Ouais. ça va être la focale, ça va être le prétexte pour développer Tout à fait. la dégradation de la relation. Tout à fait. Sansal qui est d'extrême droite, je le rappelle quand même. Il va être cet élément qui va être un bel alibi pour faire croire que le problème c'est l'Algérie. Sansal, c'est le coup de l'éventail Tout à fait, exactement. qui C'est vrai. couvre les dettes du blé. C'est ça. Les dettes de blé qu'avait la France envers l'Algérie avec tout un problème Dette de étatique. blé sur un État qui n'existe pas, il faut le rappeler quand même. Soi-disant, voilà, Mm. tout à fait. Et pour lequel tu envoyais un consul pour négocier cette dette. Tout à fait. Et avec lequel il y avait des accords qui étaient pris avec les Anglais, les Espagnols, enfin bref. Donc, est-ce que Sansal, c'est pas l'éventail de la problématique de la France, de son éviction de l'Afrique? Alors, Sansal, c'est le prétexte. Je dis bien prétexte, c'est un vulgaire prétexte. D'abord, il n'est Mm. pas français, je le répète. Mm. C'est pas parce qu'on naturalise un bonhomme comme ça Absolument. qu'il est français. Il est Naturalisé en algérien. 2024, je crois. Tout à fait. Donc, c'est un Algérien. Ouais. Mais on veut se l'approprier en faisant croire que c'est un écrivain de génie. Alors, je laisse les gens apprécier le génie Mm. d'un type qui se fait du plagiat de 1984 à 2084, enfin, c'est zéro, ou qui a créé un bouquin en 2008 qui s'appelait Le village de l'Allemand, dans lequel il dit les Algériens, en substance très rapidement, ont reçu un nazi, un SS, Mhm. ont été fascinés par ce SS et, dans leur révolution, ont été inspirés par les SS. C'est magnifique. C'est ça l'intellectuel. Ça fait rigoler. Et on le présente comme un Voltaire. J'ai lu Voltaire, il n'a pas dérapé comme ça. Pourtant, sur l'islam, il n'était pas très sympa au début, mais il n'a pas dérapé comme ça. Donc, c'est dire à quel point Sansal est un prétexte, et un vulgaire prétexte, un agent d'extrême droite protégé par l'État français, alors que ça ne vaut même pas ce genre de tension. Depuis quand un scribouillard, c'est comme ça que je l'appellerais, mérite autant d'attention? Alors évidemment, Sansal, il arrange tout le monde. Ça peut être donné un facteur déclenchant, parce que depuis le début, les Français sont à l'offensive. Avec Sansal, il donne le sentiment que c'est l'Algérie qui est à l'offensive. Donc on inverse la charge d'accusation. L'autre aspect, en dehors de Sansal, les OQTF. Mot magique qui est sorti il y a moins de 5 ans. Juste, on reste sur Sansal. Moi, je vais te donner mon avis, tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression, j'insiste là-dessus, c'est que j'ai l'impression que la France n'a pas obtenu ce qu'elle voulait de l'Algérie et notamment voilà, exactement, et de l'Afrique, et que on peut pas attaquer ce qu'on disait militairement ou financièrement l'Algérie. On va passer par la voie diplomatique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques pseudo-écrivains, Daoud que tu as cité, Sansal, on les naturalise. On les naturalise en 2024. Tout à fait. Puis ensuite, on sait que c'est des opposants farouches à la République algérienne. On les laisse s'exprimer, on leur donne un Goncourt pour Daoud. Puis ensuite, pour Sansal, on lui dit par exemple en Algérie. Et là, à ce moment-là, interdit d'emprisonner un Français. Donc, Ouais. en gros, on a un conflit avec n'importe quel pays, on le naturalise, il est opposant, il balance des scuds sur le pays. On le renvoie et après on dit attention, non, liberté d'expression, c'est un de nos citoyens, on veut Je dirais libérer. pas qu'il est Est-ce opposant. que c'est pas une technique, tu vois, une méthode qui pourrait, en fait, ça serait pratique quand même. Bah, le coup d'éventail, c'est en 1827. Il faut Mm. rappeler que c'est 3 ans plus tard que la France agresse l'Algérie. Absolument. Dans les faits, la France est vaincue par la Prusse, a une dette de 5 milliards d'or, doit trouver de l'or, a une dette auprès de l'Algérie par rapport au blé, puisque c'est l'Algérie qui alimente la France pendant que ces paysans vont mourir contre la Prusse. Les Prussiens leur demandent de payer cette dette. Les Français savent qu'il y a de l'argent à Alger, on va voler là-bas. Voilà, c'est que ça. C'est une question. C'est pas le coup de l'éventail, ça c'est vraiment pas un On est prétexte. tout à fait d'accord. Surtout qu'il n'a pas frappé avec un avant-pas, il a fait un coup comme ça de loin. Donc, mais C'est ça. ça, c'est un prétexte grossier. Sansal, c'est pareil. D'abord, c'est pas un écrivain, il faut être très sérieux, c'est un propagandiste. Si Sansal est écrivain, Soral est écrivain. J'ai lu les deux, c'est pas des écrivains. Ce sont des propagandistes qui sont toujours dans les propos violents. C'est pas parce qu'ils prennent ça sous forme de roman que ça en fait un écrivain. Et surtout, c'est un prétexte tout trouvé. Ils avaient rien, ils avaient que ça. Mais ce ne sont pas des opposants. Que ce soit Kamel Daoud, produit par l'Algérie, je rappelle qu'il était à l'époque à Oran, et qu'il était scribouillard à Oran dans un journal, je crois que il me semble que c'est le quotidien d'Oran, si je ne me trompe pas. Sansal, qui travaillait pour les autorités de l'État, puisqu'il travaillait pour le pétrole, il me semble. Il avait un poste important. En plus, il avait une histoire familiale assez particulière. Tout à fait. Bon, on ne parle même pas de son origine, mais au-delà de ça, c'est un personnage qui n'est pas un opposant. Ce qu'il dit dans ses propos, lui ou Daoud, c'est pas la question politique. Il insulte l'Algérie. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas une opposition au gouvernement actuel. Ouais. Il dit que les Algériens sont inspirés par les nazis. On parle donc du peuple algérien. Daoud nous traite de violeurs. On parle donc du peuple algérien. Ces gens-là détestent. Il y a une haine de soi qu'ils ont mis en avant parce qu'ils savent que c'est vendeur. Ce que j'appelle, moi j'ai dit une fois à la télévision française, ça s'appelle la promotion par le crachat. Plus on crache fort sur sa communauté, plus on est aimé par les Français. Donc les opposants, c'est pas eux. Eux, ce sont les idiots utiles que Staline chérissait. Les idiots utiles du système. Les opposants, c'est les Français. Utilisant ces marionnettes ridicules et désarticulées
pour attaquer l'Algérie. Donc, il ne faut pas se tromper. Ils n'ont aucune posture d'opposition. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on est opposant, on a une structure politique, une idéologie, quelque chose qui porte des idées. Eux, ce n'est pas le cas. Ils sont là pour prendre de l'argent, c'est tout. Donc, pas d'opposition. Ensuite, ce sont de vrais idiots utiles qui sont très utiles pour le coup. Il y en a eu d'autres, hein, ce n'est pas les premiers. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que, et c'est là où on va déborder la question des questions internes, endogènes, pour aller sur l'exogène. Ce qui a posé problème, la France perd ses marchés en Algérie. C'était le numéro 1 approvisionnement de blé, ils ne nous ont plus. Ils ne sont même pas dans les appels d'offres. Perd ses marchés militaires. Il n'y en avait pas énormément, mais ils en avaient. Perd le marché de l'immobilier. La construction, c'était Bouygues. Bouygues a été évincé. C'est les Chinois qui sont en place et d'autres. Et les Algériens aussi, il faut le rappeler. Aussi. On a des groupes algériens qui commencent à cartonner dans l'immobilier. Et donc, elle perd le business en Algérie et elle perd son influence en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Algérie a fait une chose qu'on a oubliée. C'est pour ça qu'il faut toujours aller dans la genèse. On dirait en dehors des petites phrases. Les Français ont voulu bombarder le Mali, de l'ingrat Assimi Goïta, ingrat, quand même. Sauvé par l'Algérie à une époque où il était enlevé, et surtout sauvé par l'Algérie quand il prend le pouvoir par la force. Les Algériens ont dit, vous ne passerez pas par chez nous pour bombarder. C'était réglé en une journée. Ils ont refusé. Tout à fait. Pareil pour le Burkina. L'Algérie s'oppose à toute intervention militaire. Pareil pour le Niger, où non seulement l'Algérie s'oppose à l'intervention militaire française et de la CEDEAO, parce que les Français demandent à la CEDEAO de faire le travail, explique au Nigeria, ne faites pas cette erreur, il y a d'autres solutions. Et plus encore, certes, c'est une junte qui s'est installée au pouvoir. C'est vrai qu'ils ont évincé un président qui était élu, faiblement élu, mais enfin bon élu, mais qui a insulté l'armée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été écarté du pouvoir, Mohamed Bazoum. La relation entre Bazoum et l'Algérie était très bonne. Hein. Il est toujours en résidence surveillée, mais ils disent, nous n'accepterons pas une intervention néocoloniale, qu'elle soit directe ou indirecte par le CEDEAO. Et donc, le Nigeria voit des autorités religieuses se rapprocher d'eux. N'attaquez pas le Niger, c'est nos frères. Il y a des familles qui sont des deux côtés. Et ça calme le jeu. C'est les soufis derrière qui font le travail. Et l'Algérie derrière à nouveau. La Libye, pareil. Il y a un enjeu. La France n'est pas du côté des Turcs, elle n'est pas du côté de Serraj, elle est du côté de Haftar. La France, avec le Maroc, bien évidemment, des grands investissements au Maroc, donc ils ont des intérêts économiques. Et la France évincée de ce qu'on appelle maintenant l'AES, donc ces fameux États coalisés, ces 3 États coalisés. Du Sahel, absolument, se dit je vais revenir, soit en passant par la porte algérienne, ça bloque, militairement, soit je vais revenir par la porte diplomatique marocaine avec ces fameuses banques qui sont là pour investir et séduire. Les Marocains proposent un plan avec Dakhla, comme quoi l'AES aurait accès à la mer, on ne sait pas pour les où d'ailleurs. Et c'est là-dessus que les Français se basent. Et Macron ne ment pas, c'est là on ne peut pas les retirer sa vérité, il le dit. Hein. On passera par d'autres moyens, on passera par le Maroc. On a été évincé, on passera en séduisant. C'est ça le discours de Macron. Mais on va y venir en troisième partie là-dessus, mais effectivement, ça donne de la cohérence, où effectivement, le point de démarrage, c'est que la France n'a pas obtenu finalement ce qu'elle voulait de l'Algérie, que ce soit en interne, comme tu dis, à l'intérieur du pays, ou que ce soit pour pouvoir rayonner en Afrique et dans le Sahel. Et donc, on va sanctionner l'Algérie par des voies diplomatiques, on va naturaliser quelques écrivains, on va en faire tout un pataquès. Les OQTF dont tu as parlé, la France reproche à l'Algérie de ne pas récupérer, entre guillemets, ces OQTF. En même temps, est-ce qu'on pourrait parler également des anciens ministres que la France refuse d'extrader et qui sont condamnés, un ministre de la Finance, je crois. Tout à fait, oui. C'est très grave. Condamné. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est des gens qui ont été condamnés, l'un à 100 ans de prison cumulée, donc c'est pas rien. Alors pourquoi 100 ans de prison? C'est comme aux États-Unis, c'est une symbolique. Hein. On quantifie ce que vaudrait son infraction. C'est juste pour la symbolique. Il a plus de 60 ans, il est malade, il n'ira pas à 100 ans de prison. Mais ils sont condamnés par un tribunal qui fait le travail à la suite du Hirak. On voit que non seulement il y a des gabegies, mais il y a aussi des détournements de fonds, des vols qualifiés, des vols documentés. Les Panama Papers font référence à son nom, qui est présent. Monsieur est refusé d'une ouverture, je parle Bouchareb, de compte. Les anciens ministres de l'Industrie en général, de compte en Suisse, c'est dire à quel point il était sale. Et les Français considèrent qu'il n'a pas à être extradé parce que ça pourrait être dangereux pour sa santé. Comme si dans une affaire de corruption, de vol, détournement de fonds, on fait attention à la santé. Donc est-ce que c'est une forme de réciprocité par rapport aux OQTF? Alors non, pas du tout. Pas forcément. Non, pas du tout, c'est un levier. C'est très politique. Les Français se targuent d'être le pays qui reçoit des droits de l'homme, qui reçoit les opposants politiques. Il n'en est pas, hein, c'est juste un voleur. Et ne veulent pas le rendre parce que, soi-disant, pour des raisons de droits de l'homme, tous baratins. Bon, c'est les mêmes d'ailleurs qui sont capables de mettre en prison un opposant kanak ou qui sont capables de mettre en prison pendant 40 ans dans des circonstances absolument inimaginables et insupportables sur un plan juridique un Georges Ibrahim Abdallah qui a pour seul crime reconnu de soutien à la Palestine, pas d'avoir tué des gens. Ça n'a pas été confirmé, mais le soutien à la Palestine qu'il ne dénonce pas. Donc la France donne des leçons de morale. Je pense que ce n'est pas le bon moment de le dire et certainement pas ce pays de le faire.
Mais il conserve des anciens ministres en France. Je ne parle même pas de l'opposition berbériste du MAC, qui a quand même, il faut le rappeler, parce que les gens ont tendance à oublier. Farhat Meni avait dit une fois aux Algériens, Kabyle, je précise, prenez les armes. Il l'a dit. Il s'est rétracté, mais il a dit ça. N'importe quel État où un homme dit ça, il finit en prison. Bah lui, non, c'est pas un terroriste, c'est un héros. Apparemment. Ouais. Donc ça pour dire quoi? Pour dire que jusqu'à récemment, avec son numéro 2 qui a été relaxé. De toute façon, quand tu vois par qui il est soutenu, tu comprends Oui, vite. la BHL, Gol Laden, toute la racaille sioniste. Mais ce qui est sûr, c'est les soutiens à circonstances. Ils ne sont pas plus convaincus. Ah oui. Mais ce qui est sûr, c'est que on a des gens qui utilisent des leviers grossiers comme ça pour ne pas y répondre. Donc il y a différents ministres qui ont pris la fuite. Alors certains ont été livrés, pas par la France malheureusement. D'autres ont été attravés simplement, ou sont rentrés. Il y en a qui sont rentrés. Et l'Algérie demande quoi? Demande à ce que ces gens rendent compte devant le peuple de ce qu'ils ont fait, à savoir voler de l'argent. C'est pas leur argent qu'ils ont volé. Ces gens-là sont milliardaires sur l'argent qu'ils ont détourné. Donc on leur demande de rendre des comptes pour avoir littéralement détruit ou ralenti l'économie du pays. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a des changements de paradigme, mais effectivement, les Français ont cette sale habitude de toujours jouer la carte de l'ombre à pas le donner parce que c'est quand même quelqu'un de formidable. Il faisait déjà avec les Brigades Rouges. Il faut se rappeler que c'est pas d'hier. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique, évidemment, il y a l'aspect géopolitique, le rayonnement de la France dans la région, et il y a simplement l'hypocrisie, et on peut parler d'hypocrisie française, de faire croire qu'ils veulent travailler avec l'Algérie, qu'ils voudraient que ce pays se développe en bonne intelligence, mais qui ne font rien. Une fois, j'ai été à une réunion à Paris, au cœur de la ville de Paris, à la mairie de Paris, et on avait des groupes d'investisseurs soi-disant français qui étaient là-bas, et qui se vantaient d'avoir fait l'usine Renault, qui se vantaient d'avoir fait une usine à Oran avec Alstom, en disant c'est merveilleux, vous vous rendez compte, on crée de l'emploi. Et moi j'ai regardé les chiffres, je fais toujours un petit effort, je regarde un petit peu de quoi on parle avant d'y aller. Chez Alstom, 1200 emplois, vous êtes sérieux? C'est ça que vous appelez une usine? C'est pas une usine, c'est une vulgaire usine de montage. Ça, je dis ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je savais déjà qu'on nous arnaquait. C'est une vulgaire usine de montage. Il n'y a aucun transfert de compétences. On ne fabrique rien à partir de nos pièces à nous. On n'exploite pas nos richesses minières. C'est simplement vous qui envoyez vos carcasses en Algérie, moyennant le surcoût du fret en plus, pour faire du montage. Donc on est perdant à tous les étages. Depuis quand vous ne faites pas ça? Et la réponse qui m'a été donnée par le responsable de Renault était une réponse qui était tellement... C'était un des grands responsables de Renault, tellement ridicule que j'en ai ri à éclat de rire dans la salle. Il m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur, pour construire une industrie automobile, il nous a fallu un siècle. Et je lui ai dit, vous êtes sérieux dans votre réponse ridicule? On ne vous demande pas de réinventer l'automobile. On demande simplement de faire des usines sur place de matériaux que vous connaissez très bien et qui sont faciles à fabriquer. On n'invente pas le fil à couper le beurre. On veut juste créer des usines qui vont fabriquer ce fil à couper le beurre. Vous êtes en train de faire croire qu'il faut du temps pour créer. En 6 mois, c'est fait. Si on signe avec tous les partenaires, si vous prenez les 30 000 équipementiers, 30 000 équipementiers, 30 000 éléments, l'équipement plutôt, c'est 30 000 éléments à peu près. 30 000 pièces détachées. Vous les faites en 6 mois. Si toutes les usines sont installées de suite, c'est fait en 6 mois. Le problème, c'est que les Français ne veulent pas de ça. Pourquoi? Parce que la relation qu'on a avec la France n'est pas celle qu'a la Tunisie ou le Maroc. La Tunisie et le Maroc font des zones franches, très peu de joint venture, donc il y a très peu d'associations, et le capital dans des zones franches, donc gratuites, pas la position à payer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend, avec des salaires très bas évidemment, donc c'est tout bénéfice pour le capitalisme français. Ces zones franches sont détenues à 100% par la maison mère française. Il n'y a aucun bénéfice qui va dans les poches de ces pays. Si ce n'est de réduire un peu la misère sociale en créant de l'emploi. Oui, créant de l'emploi, en ayant des voitures sur place un peu plus abondantes, d'accord. Que peu de personnes peuvent payer parce que la classe moyenne n'est pas très abondante non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça qu'on a. On a un système qui consiste à dire quoi? À dire on va exploiter la manœuvre ouvrière, donc c'est classique, on a le capitalisme habituel de Marx, et en même temps, on ne donnera pas les bénéfices à ces pays, on va les récupérer à 100% sans payer d'impôts. C'est ça le modèle qu'ils ont. L'Algérie est souveraine là-dessus, elle ne veut pas de ça. Elle dit, si vous venez chez nous, il y a une loi qui était passée, le 49-51, pour les gros investissements maintenant, parce qu'ils avaient fait ça pour tout le monde, c'était une faute. Il fallait faire ça que mais ça, maintenant, ils ont un petit peu allégé. Oui, c'est réformé. Maintenant, c'est des investissements stratégiques et ils ont raison. Tout à fait. Et je suis à fond là-dessus parce que dans le Golfe, ils font ça, 49-51. Ouais. Ils l'ont retiré complètement, non? Dans le Golfe? Non. C'est maintenu? Non. Bien sûr, Qatar, non, c'est pays là. Ah, je parle du Golfe, je précise. Les pays du Golfe qui ont un cerveau, donc, pas l'Arabie, ils font ça. Ils ont une souveraineté économique, que ce soit les Qatar ou les Émirats. Quand c'est un investissement productif, en règle générale, 49-51. D'accord. Quand c'est un investissement effectivement important, stratégique. L'Algérie a maintenu ça, elle a raison. Parce que si vous avez une usine qui s'installe chez nous avec une 100% détenue par la France, comme c'est arrivé par exemple en Roumanie, la Roumanie, il y avait des usines comme ça. Du jour au lendemain, Carlos Ghosn a claqué les doigts, les Roumains ont perdu l'usine. Parce qu'il y a des murs vides avec des machines-outils qui ont été renvoyés. Eh bien ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça veut dire qu'on est possédant de l'appareil de production. On n'est pas locataire.
On n'est pas le petit copain qui a 49%, mais s'il y a un problème, l'autre se barre quand il veut. Et c'est ça qu'on parle de souveraineté économique. C'est-à-dire que si on est capable de, comme les Chinois le font très bien d'ailleurs, quand on possède l'outil de production, non seulement on fait ce qu'on veut, mais en plus, on peut le reproduire, l'améliorer, faire une dérivation avec d'autres qui vont montrer leur société. Voilà l'intérêt pour nous. Alors que quand c'est 49 et 41%, 51% tenu par le possédant, s'il dit non, je veux pas que ça sorte de mon usine, ça ne sort pas. Si je veux produire 20 000, je produis. Comme il est majoritaire, c'est lui qui décide. Il est majoritaire, il fait ce qu'il veut. Et il va s'alimenter où il veut, puisqu'il est majoritaire. Et c'est ça qui est posé problème. Mais clairement, de toute façon, c'est une bonne chose pour l'Algérie, surtout au vu des tensions historiques, ainsi de suite. Ça nous a permis de nous ouvrir à avec d'autres partenaires où il y a un rapport de win-win réel. Fort de constater que tous les pays francophones en Afrique, voilà, ils se sont beaucoup moins développés que les anglophones. Donc il ne faut pas plus insister que ça, je pense. Il y a une culture française qui est très particulière et qui est détestable au demeurant. C'est la culture de l'arrogance du coq. Ils ont très bien choisi leur symbole, d'ailleurs. Le coq très arrogant, le coq avec la crête en hauteur, bien rouge, bien visible, pour qu'on sache qu'il est là au centre du monde, même s'il est tout petit. Mais cette culture arrogante, il y a à la fois du racisme, évidemment, ça ne faut pas se raconter l'histoire. Le mépris de classe et le mépris de race, c'est existant en France. Et l'autre aspect qui n'est pas à cacher, c'est ce côté esprit dominant. On est meilleur. Et je faisais avec les Allemands. Les Allemands étaient méprisés par les Français. À chaque fois qu'ils ont l'impression de dominer quelqu'un, ils méprisent. Mais ils oublient qu'il n'allait pas dans la boue. La boue, c'est gentil. Pour dire ça proprement. On peut dire dans une boue qui a été générée par un coq. Mais ce qui est sûr, c'est que ce discours-là est un discours qui est parti d'une logique française. C'est logique, moi je comprends psychologiquement. C'est eux qui ont inventé les Lumières. Enfin, ils n'ont pas inventé les Lumières. Ils ont bénéficié des Lumières et ils ont inventé la Révolution française. C'est vrai. Ils ont créé un phénomène qui est extraordinaire. Là-dessus, il faut leur rendre hommage. Je parle des révolutionnaires, je ne parle pas de ceux de maintenant. Ils ont dit, l'être humain, quel qu'il soit, est un citoyen et doit être respecté pour ce qu'il est. L'homme au centre du débat. On ne peut pas être écrasé par le religieux, parce que l'Église fait la loi, et par le roi qui était l'émanation de Dieu. On ne peut pas être écrasé par une caste dominante qui était l'aristocratie. Chaque être humain qui naît sur le territoire, donc il n'y a pas de question raciale à l'époque, c'est une question citoyenne. Il naît sur le territoire, c'est pour ça qu'il y a le droit du sol. Il est citoyen de plein droit et il a le droit d'avoir le même droit que celui qui est au-dessus de lui. Ça, c'est vrai. Ça sort ça, évidemment, c'est la panique. Oui, surtout à cette époque-là. C'est que des royaumes autour. Tu vois, la panique, c'est une contagion. Si jamais ils arrivent, ça va être la révolution chez nous. Donc, ils font tous la guerre à la France. À ce moment-là, les idées étaient belles. Puis après, ça devient très vite sale. Après, on a un dictateur effroyable qui arrive au pouvoir, que les Français présentent comme un héros, mais Napoléon était une ignoble dictature. Il a fait tuer quand même 500 000 de ses soldats en Russie, il ne faut pas oublier. Il a massacré des milliers de villageois. C'est vraiment un bain de sang permanent avec lui. Et il a cet esprit dominant qui s'installe. Nous sommes le peuple de la Révolution française. Nous allons imposer nos idées au monde. Nous sommes merveilleux. On a tout inventé. Parce qu'il y a eu ce phénomène où il y a cette révolution qui va naître en France. Les Français pensent qu'ils ont inventé la bombe atomique. Ils pensent qu'ils ont inventé un concept extraordinaire. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas les Français. C'est une conjonction de choses. Et c'est ça qui fait qu'ils deviennent arrogants. Cette arrogance, elle naît à ce moment-là, malheureusement. D'accord. Alors, pour finir sur ce volet, pour qu'on va enchaîner sur le volet du Sahel, comment tu vois l'évolution des relations entre l'Algérie et la France et leur partenariat économique, relations diplomatiques et partenariat économique? Alors, si la France... D'abord, il y a les questions palestiniennes, on peut en parler. Si la France... Parce que la France évolue sur la Palestine aussi, elle est bien obligée. Je parle de Macron, donc. Si la France maintient sa position offensive avec des déséquilibres mentaux comme Retailleau, parce que je pense vraiment que lui, il faut qu'il consulte, il a un vrai problème. Il y a des obsessions. Si elle maintient cet homme... Je crois qu'il a surtout un agenda politique, je pense. Oui, mais non, mais je parle vraiment de dogmatisme. Il ne faut jamais oublier qu'il est vendéen, qu'il s'occupait des Puy du Fou, qu'il est bercé de chevalerie et puis il est obsédé par l'armée. Il s'est intéressé dans sa carrière, il a fait, je crois, carrière militaire, il était dans les fantassins, la cavalerie... Les fantassins, c'est quelqu'un qui est obsédé par le militaire. Il est tout petit et tout maigre, c'est insignifiant physiquement. Elle nous rappelle. Et la compensation, c'est quoi? C'est ça. C'est le titre qui fait de lui un homme. Mais en plus, il arrive toujours avec des lunettes de soleil noir. Enfin, l'impression de voir un mafiosi, c'est assez ridicule. Cet homme est en mission. C'est pas un politique qui parle. Il a une mission pour lui, à titre personnel. C'est une ambition politique, évidemment. Mais il est en mission comme un sarrasin. Pourquoi à bas le voile? Pourquoi attaquer les Maghrébins? Pourquoi parler que de QTF, comme si c'était le centre du monde? Pourquoi? Pour combien de personnes? 10 000 personnes, 15 000 personnes sur un pays de 70 millions d'habitants, c'est sérieux. Parce qu'il est en mission. Dans sa tête, c'est un croisé qui se bat en croisade contre les Arabes, les Sarrasins. Donc dans sa tête, l'invasion migratoire, c'est les Sarrasins. Il faut bien comprendre la psychologie. Il faut l'écouter parler. Il est en croisade, s'il n'est plus aux commandes, puisque c'est lui qui crée la tension,
le 10 juin peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il va démissionner avant, on ne sait pas. À ce moment-là, alors qu'il a été jugé plusieurs fois, il faut le rappeler. À ce moment-là, la relation peut s'améliorer. Je ne dis pas qu'elle va être au beau fixe, il ne faut pas rêver, mais elle peut s'améliorer. D'accord. Très bien. Ok, on clôt ce premier volet. Deuxième volet, ça va être concernant les relations entre l'Algérie et les pays du Sahel. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi l'Algérie a une position, on le proclame souvent, de la Mecque des révolutionnaires, ainsi de suite, et en quoi elle a une vision pour l'Afrique anti-colonialisme? Alors c'est une vision qui est très ancienne, c'est pas d'hier. Ça a commencé déjà dès la Révolution, et ça a commencé, parce qu'il faut se rappeler quand même comment s'est passée la Révolution. 54, 1er novembre, on démarre la Révolution. Pour nous massacrer plus, les Français lâchent, je dis bien ils lâchent, hein, ils ne sont pas libérés comme ça. Ils lâchent le Maroc et la Tunisie pour concentrer leurs forces sur l'Algérie. Parce qu'il y a des mouvements insurrectionnels au Maroc et en Tunisie, ils n'auront pas géré les deux, donc on les lâche, il vaut mieux garder la poule d'or. Et ils concentrent leurs forces. 4 ans plus tard, en 60, ils commencent à perdre l'Algérie, ils lâchent les pays africains sous contrôle, pour concentrer plus d'armes sur les Français, sur les Algériens. Donc vraiment, on sent bien que les pays africains sont redevables aux Algériens. Et le contraire n'est pas faux. Les pays africains soutiennent l'Algérie à plein régime. Tout à fait. Donc, cette interdépendance qui se crée entre pays qui ont été sous contrôle colonial français et barbare a un sens historique. Dès que Ben Bella et surtout Boumedienne arrivent aux commandes, ils disent nous devons surtout tout faire pour que l'Afrique, c'est dire un peu c'est quelqu'un qui a vraiment une vision du futur incroyable, Boumedienne. Il disait nous devons tout faire pour que l'Afrique ne soit pas sous contrôle néocolonial économique. Et c'est la raison pour laquelle il avait lancé les fameuses industries industrialisantes, pour faire des industries lourdes et puis légères, créer des produits manufacturés chez nous et les vendre en Afrique pour éviter les produits français. Dès le départ en 70, ça a duré 15 ans, il fait ce travail. Il meurt trop tôt malheureusement et ces réformes économiques vont être abandonnées. Du jour au lendemain, on passe d'une économie où il y a 10% d'industrie à 2,5% après la décennie noire. Mais la logique qui participe de la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme économique est une logique qui a du sens, qui était réfléchie et qui était une vraie projection dans le futur. Problème. On a une offensive mondiale des pays industriels et capitalistes sur les pays pauvres pour les arroser de produits manufacturés et importer des produits, des matières premières qui coûtent pas cher. C'est eux qui font les prix, il faut le savoir. Et surtout, on se rend compte que ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange, on vend un produit pas cher, ils nous vendent un produit avec énormément de valeur ajoutée qui nous coûte très cher, et bien en termes de flux financiers, on est perdant. Donc la question de l'Algérie, c'est la souveraineté économique. Développer l'économie, développer son industrie, son agriculture et sortir des dépendances vis-à-vis de l'étranger. Tout à fait. C'est dans l'ADN de l'Algérie. Et la question du Sahel, qui malheureusement a subi, et tous les pays qui ont été touchés par la colonisation française ont subi un arrêt total de développement économique volontaire des Français. C'était planifié. Où l'éducation n'était pas donnée à la population, où les industries n'étaient pas transférées, où même la production de richesse, même de base, l'électricité n'était pas possible. Je prends un exemple très concret. Le Niger, un des pays les plus jeunes d'Afrique, avec un taux de croissance de la jeunesse considérable, un des pays les plus pauvres en accès à l'électricité et un des pays les plus pauvres en infrastructures routières et autoroutières, il n'y a pas d'autoroute, et il y a très peu de routes, eh bien le Niger était la pile électrique de la France puisqu'il alimentait pour 35% les besoins des centrales nucléaires français en uranium. C'est-à-dire que le pays qui donnait l'énergie pour pouvoir créer de la richesse en France, parce que l'énergie, c'est à la fois l'éclairage, mais c'est surtout la production industrielle, eh bien ce pays-là était sous-développé. Parce que la France, qui avait fait main basse sur ce fameux uranium, n'a pas décidé que c'était une bonne idée de faire des centrales électriques au Niger. Ce que l'Algérie propose aujourd'hui, de centrales en construction. La France a considéré que ce n'est pas nécessaire d'éduquer la population. Pourquoi mettre des professeurs dans les écoles? Pourquoi vivraient-ils dans des immeubles en dur? Ils peuvent rester dans les maisons en torchis. Pourquoi seraient-ils éduqués et auraient-ils des infrastructures routières, autoroutières? Pourquoi ces gens-là, finalement, devraient sortir du sous-développement? Parce que le politique français, il se dit, moi je prends l'argent là où il y a à le prendre, et le reste je m'en fous. C'est un dogme. Ils ont voulu l'indépendance, qui se la garde? Mais on ne va surtout pas les aider. Un autre dogme, ils se vengent. Il y a l'esprit revanchard. Et on rappelle d'ailleurs que pour bien illustrer justement comment ils sont accaparés des ressources sans en faire profiter, ces pays africains qui aujourd'hui luttent même pour avoir de l'électricité continue. La France est un des pays qui détient le plus de réserves d'or sans avoir de mines sur son territoire. Oui, parce que, et puis, encore une fois, le Mali, par exemple, Absolument. est une illustration parfaite. C'est exact. Troisième producteur, les gens ne savent pas, on parle du Mali comme un pays pauvre. Ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays très riche. Un peu comme les RDC, très très riches. Ils ont eu un sous-sol incroyable à exploiter. Par contre, les mines d'or étaient exploitées. Ça, il n'y a pas de problème. Troisième producteur africain. Et ça permettait de faire quoi? De vendre de l'or
un bon marché pour celui qui l'exploitait, donc l'exploitant en l'occurrence, pas cher, c'est eux qui font les prix. Encore une fois, c'est toujours eux qui font les prix. Hein. Ils vendent de l'or à bon marché, le pays s'assèche, eux, ça donne un petit peu d'argent pour les fonctionnaires, pas plus. Donc ça fonctionne. C'est un pays qui fonctionne par l'administration. C'est pas un pays qui se développe. On le garde la tête en bas, mais pas trop basse. Il faut quand même avoir le nez au-dessus de l'eau pour pas se noyer, c'est tout. Et bien ça, c'est symptomatique d'une politique néocoloniale française qui était réfléchie. On parle beaucoup du réseau Focard et tous ces trucs-là, mais ça ne suffit pas à expliquer ce qu'ils ont fait là-bas. Il y a eu une volonté ferme de faire de ces pays des pays pauvres. Preuve en est, le monde lusophone, anglophone et hispanophone n'a pas subi le même sous-développement. C'est tellement vrai, par exemple, qu'on prend l'Angola, qui est quand même, s'est coltiné pratiquement 20 ans de guerre. C'était horrible. L'Éthiopie. L'Éthiopie, par exemple, il n'a jamais été colonisé. L'Éthiopie, ça a duré 4 ans, le contrôle colonial italien, et c'est passé. L'Éthiopie a gardé sa langue, sa culture et son économie souveraine. Mais qui est passé par une phase de pauvreté extrême. Une pauvreté extrême, volontaire, volontairement entretenue par l'Italie, par des guerres en cascade. Sans être colonisés, ils ont fait la guerre à l'Italie quand même. Eh bien, l'Éthiopie a su se développer avec la fameuse zone économique spéciale des Chinois, 5. Mais ces pays-là ne sont pas des pays qui ont été sous contrôle colonial français. Parce que le pragmatisme anglo-saxon, le fameux Commonwealth, c'est quoi? C'est le bien commun. C'est de dire, on fait de la richesse, mais vous pouvez en bénéficier aussi. C'est pour ça que le un début de win-win, oui, tout à fait. Voilà. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions, c'est un chiffre faramineux. Comment avoir accès à la formation si on n'a pas l'électricité aujourd'hui? Alors, tout ça, tout est dit. C'est-à-dire que l'idée coloniale française est une idée dominante. Je suis le dominant, tu es l'esclave et tu feras ce que je te dis de faire. C'est tout. Et l'Algérie veut donc a pour stratégie de s'opposer à cette main basse, notamment française. Et avant d'aborder la question du fait que actuellement il y a de fortes tensions avec les pays du Sahel, alors que enfin les relations semblaient être bonnes avec l'Algérie, ce serait bien de rappeler ce qu'offre l'Algérie aux pays du Sahel. Que ce soit en termes de médiation, que ce soit en termes d'aide alimentaire aussi, ou d'énergie. Quel est le rapport qu'avait l'Algérie jusqu'à présent? Qui a l'Algérie, on peut le dire, parce que ça n'a pas bougé. Ce qui se passe, même éducatif d'ailleurs aussi. Oui, à tout point de vue. Combien de médecins, combien d'étudiants étudient dans les universités? Les ministres sont passés par les universités d'Alger. Ministres et autres, mais des députés. Enfin, j'en connais une particulièrement qui a un discours ambivalent. Elle remercie l'Algérie d'avoir formé en tant qu'architecte, s'appelle Amina Fofana, députée malienne, et en même temps, elle en veut l'Algérie pour des raisons que je ne comprends pas. Elle croit que l'Algérie va imposer, par exemple, les accords d'Alger de 2015. Non, elle propose de ne pas rentrer dans une guerre civile. C'est ça qu'elle propose à l'Algérie. Mais elle n'impose rien, elle propose. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation parce que les pays qui ont de l'argent promettent des choses. Pour l'instant, il ne se passe rien, les pays s'appauvrit. Mais ce qui se passe, c'est que l'Algérie est proactive. Elle dit quoi? Par exemple, la fin du Covid, la première frontière qu'elle ouvre, c'est pas la Tunisie. C'est pas la Libye, c'est le Mali. C'est le Mali. Parce qu'il y a un échange économique important entre les deux pays qui s'est nécessité. Ils n'avaient même pas besoin de visa. Pas besoin de visa. Parce que les Maliens sont reçus en tant qu'étudiants comme des rois. Tout frais payé. Parce que l'idée panafricaine algérienne n'est pas un mythe, c'est une réalité. Preuve elle a empêché la France d'intervenir militairement. Et ça, l'ingratitude à ces migrants aujourd'hui, je lui en veux pour ça, d'oublier d'où il vient, d'oublier que quand il a pris le pouvoir, l'Algérie, c'est pas bien, mais c'était une condamnation de pure forme. Elle le reçoit à Alger, elle reçoit son émissaire en premier. C'est dire la liaison entre les deux pays organique, physique, fusionnelle. 1300 km de frontières communes quand même, c'est pas rien. Et donc lui essaie d'entraîner les deux autres pays de l'AES, le Burkina Faso, enfant de Sankara, et puis le Niger, le Niger n'a aucun intérêt à se faire avec l'Algérie. L'Algérie exploite avec l'État nigérien le pétrole du Nord, les Chinois font le Sud, et surtout va construire les stations électriques, j'ai dit. Et le gazoduc. Et le gazoduc. Le gazoduc, c'est quoi? Une négociation âpre, en concurrence avec le Maroc, qui essaie de vendre son projet qui est pas viable économiquement. Qui passe par l'océan. Par l'océan. Le long de. Offshore. C'est un gouffre économique. Qui serait actif en 2040. Enfin, on est dans des perspectives délirantes, juste pour essayer de donner l'impression qu'ils vont avoir une solution alternative. Parce qu'ils ont perdu le gaz algérien. Ce qui se passe, c'est que le Niger bénéficie à la fois d'un soutien algérien, c'était effectif pour empêcher l'AES de le bombarder, d'un soutien financier et économique, puisqu'ils investissent dedans. Des ressources qui sont enfin exploitées. C'est pas le cas avant. Et ce fameux gazoduc dans lequel ils auront non seulement un droit de passage qui vont en bénéficier
100 ou 200 millions de dollars, mais surtout, ils recevront du gaz. Donc on rappelle, c'est les ressources qui sont situées au Nigeria, qui sont donc dans le sud du Sahel, qui passeraient donc par notamment le Niger et qui utiliseraient déjà nos infrastructures pour pouvoir ensuite aller vers l'Europe. Alors, c'est pas qu'ils passeraient, c'est qu'ils passeront parce qu'on a quasiment bouclé le projet. Maintenant, c'est la partie nigérienne. Allez, le Nigeria, c'est fait. La partie algérienne, parce qu'on est déjà installé. Oui. Et c'est le Niger qui est en construction. C'est-à-dire que normalement, c'est quasiment terminé. Peut-être livré en 2026. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est toujours en cours, malgré les tensions qui se passent actuellement. Ça n'a pas remis en cause ce projet? Absolument pas. Il y a eu des racontards. Bon, il y a beaucoup de points EMA qui racontent n'importe quoi, comme quoi le projet est à l'eau et tout. Bon, ça, c'est du baratin. Non, ça n'a pas été remis en question. Pourquoi? Parce que d'abord, ça n'a aucun intérêt pour le Niger de se tirer une balle dans le pied. C'est son profit, c'est son intérêt de le faire. Ensuite, parce que le Niger doit s'entendre avec le Nigeria, qui a failli intervenir contre lui, il faut le rappeler, à l'époque, la CEDEAO. Pas rien. Maintenant, les liens économiques, ça empêche les tensions, comme en Europe d'ailleurs. Et surtout parce que cette espèce de lien organique entre ces pays-là profite aux trois pays. Il y a deux pays qui parlent le même langage. Contre le Maroc, qui n'a pas de gaz, il ne parle pas le langage de l'OPEP. De l'OPEP du gaz ou de l'OPEP du pétrole. Le Maroc ne peut pas le parler parce qu'il n'en bénéficie pas du gaz. Il est dépendant. Donc un pays dépendant a plus d'intérêt à titre personnel qu'un pays indépendant. L'Algérie est un pays qui produit du gaz comme le Nigeria. Donc on est tous les deux membres de l'OPEP. Donc on n'a aucun intérêt à se tirer dans les pieds. Au contraire. On sait que c'est un intérêt convergent. On parle le même langage économique. Le Niger, qui ne parle pas ce langage-là, peut en bénéficier en devenant une zone de transit. Et à partir de là, effectivement, c'est la bonne intelligence qui l'emporte. Comment on peut imaginer qu'un Niger dirait non, on arrête tout, alors que l'arrêt de tout, c'est se tirer une balle dans le pied? Qui va remplacer l'Algérie? Qui va exporter le gazoduc par où? Il n'y a pas de solution sérieuse. Donc, ils ne le feront pas, mais cette propagande qui est entretenue, c'est pour faire croire que l'Algérie serait, c'est un autre élément de propagande, serait en train de s'isoler du monde, ce qui est ridicule. Je veux dire, l'Algérie s'entend très bien avec l'Égypte, très bien avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, les trois plus grands. Les trois plus grands. Ils s'entendent très bien avec les États-Unis, très bien avec la Russie, très bien avec la Chine, avec l'Inde, avec tous les pays les plus importants de la planète. Il faut savoir avec qui ils ne s'entendent pas. Le Maroc, malheureusement, on le déplore. Évidemment, la France, que la France a des hurluberlus au pouvoir actuellement. Et puis les sionistes. Mais les sionistes, c'est une fierté de ne pas s'entendre avec eux. On s'entend avec ces barbares. Alors justement, comme il y a ce projet de gazoduc vraiment qui a bien avancé et à fort potentiel, donc encore une fois des ressources du Nigeria, une alternative plus ou moins réaliste qui passerait par le long de la côte ouest africaine, par une dizaine de pays. Et est-ce que justement les tensions qui ont eu avec l'affaire du drone malien, est-ce que c'est pour justement faire capoter ce projet algérien ou pas, et comment, à quel point en fait, parce qu'aujourd'hui le Mali est encore sous tension en fait, la relation avec l'Algérie. Je pense que les relations diplomatiques sont quasiment coupées. Oui, ils sont pas coupées, mais quasiment inexistantes. Quasiment inexistantes. Donc quelle va être la suite par rapport à ce projet de gazoduc? Alors, il y a des rapports de force. Le monde est rapport de force. Comme l'univers, je veux dire, la Terre par rapport au Soleil, c'est des rapports de force, d'équilibre de force. La politique, c'est des rapports de force. La géopolitique, on parle de géopolitique du gaz, on parle de géopolitique économique, on parle de géopolitique géographique simplement. Cette géopolitique répond à des rapports de force. Donc, le Mali a tenté, de façon maladroite, de tester l'Algérie. Il ne l'a pas fait tout seul. Les drones ne sont pas maliens, ils sont turcs. 30 millions de dollars le drone. C'est le dernier cri des drones haute technologie. Ça met mal. Qui n'ont pas fait long feu d'ailleurs sur le territoire. 17 secondes, mais ça fait mal aux Turcs, parce que ce drone-là ne devait pas tomber. Déjà qu'ils ont eu de contre-performances. Ils ont cartonné du côté de l'Éthiopie, où leurs drones ont balayé une colonne de militaires en insurrection. Je parlais des gens du Tigré. Donc c'était facile. Ils n'ont pas l'aviation en face, il n'y a pas de solution. Ils ont pas de... Mais par contre, quand c'est un pays organisé avec une armée structurée, là, le test est intéressant. La Russie, tous les drones Baytar 2 ont été liquidés. À telle enseigne que les Turcs ont dit arrêtez. Ne les envoyez plus parce qu'on est en train de se décrédibiliser. Et c'est des drones haute technologie, on ne parle pas de mauvaise qualité. Du côté malien, pareil. On pensait que le drone c'était la panacée. Ils ont violé 2 fois le territoire algérien. Il faut le rappeler ça. Parce que les gens ont tendance à penser que l'Algérie exagérait. Non. Et la 3e fois, l'Algérie a démontré. C'était l'été à 2 reprises en 2024, je crois. Oui, tout à fait. Alors a dit on arrête la blague. Vous êtes prévenu, maintenant on la bat. 17 secondes. Panique à bord. C'était la panacée de la guerre moderne, le drone. On se rend compte que même les drones américains, les Reaper, les fameux drones à je ne sais pas combien de millions de dollars, sont en train de se faire liquider du côté du Yémen. C'est-à-dire que les systèmes de défense répondent parfaitement aux besoins de cette nouvelle technologie. Ils avaient bien marché en Ukraine notamment. Tout à fait. Et en cela,
D'ailleurs, le coût du drone le moins cher, c'est on va dire, le cheaper, je veux dire, le moins cher au monde, C'est pas l'Iranien? c'est les drones iraniens, le fameux drone Shahid. Mhm. Son nom dit tout, hein. Il est là pour mourir, il n'est pas là pour discuter. Mhm. C'est en réalité un missile guidé. Mhm. Un missile guidé avec des ailes et tout, qui a fait un ravage du côté de l'Ukraine et qui a démontré qu'un drone pas cher est de loin plus intéressant qu'un drone ultra technologique qui, s'il est abattu, coûte très cher. Preuve en est, d'ailleurs, ce drone à 30 millions de $, bah, il y a une dette maintenant du Mali en destination de la Turquie. Franchement, qu'il y a à faire. Les Marocains devaient construire une usine de fabrication de ces drones-là. Je pense qu'ils vont commencer à réfléchir à 2 fois. Parce que finalement, l'intérêt, le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous. Mais ce qui est sûr, c'est que ce test malien était destiné à tester la défense algérienne. Mm. Par 2 fois, elle a fait faux bon, entre guillemets. Les Algériens ont eu la gentillesse de ne pas les abattre. Là, ils ont dit on arrête. Et ils ont été très clairs. Alors après, les Maliens sortent les mouchoirs, les violons, oui, c'était sur notre territoire, c'est pas bien et tout. Bah non. Un drone n'a rien à faire, même à 10 km des frontières algériennes, si c'était le cas, il n'a rien à y faire. Et quand bien même ce serait sur le territoire malien, c'est pire. C'est-à-dire que le drone aurait été abattu en territoire malien. Mais quel moyen de défense l'Algérie? C'est offensif. Ça ne tient pas la route. Donc ce qui est sûr, c'est que ce drone-là est tombé parce que c'est une question de rapport de force. Ils ont testé, ça n'a pas marché. Et le problème du Mali, c'est qu'ils jouent un mauvais jeu parce que le Niger plutôt, et le Burkina a tout intérêt frontalier d'Algérie à bien s'entendre avec l'Algérie. Ils ont tout intérêt, ces fameux pays qu'on appelle des 3 frontières, à bien s'entendre parce que c'est le pays qui a l'économie la plus solide et la plus solide militairement. Donc pourquoi s'embrouiller avec le pays de la révolution, de l'anticolonialisme, du soutien à toutes les causes? Rappelons quand même que l'Algérie soutenait les Noirs africains en Afrique du Sud. Ils ne sont pas musulmans, donc c'est même pas au nom de l'islamité, c'est le panafricanisme. Que tous les pays dans lesquels il y avait des guerres, l'Algérie a intercédé pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de tension. On a obtenu une paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ce qui n'était pas rien. Et eux veulent faire croire que l'Algérie serait une sorte de nouvel État impérial colonial, ce qui est faux. Et donc, en faisant ce truc maladroit, ils ont joué la carte de la solidarité des pays AES en disant aux 2 autres partenaires, écoutez, vous embrouillez avec l'Algérie. Sauf que tout le monde n'a pas le même braquet, n'a pas la même intention et n'a pas les mêmes intérêts. Or, le Mali a des intérêts importants en Algérie qu'il devrait développer, ce sera son avantage, et ils préfèrent se voiler la face parce que de l'autre côté, il y a les Émirats qui payent, ok, très bien, et de l'autre côté, le Maroc qui les fait rêver avec le Dakhla. C'est pas très malin, mais c'est comme ça, malheureusement. Chacun joue sa carte. Et aujourd'hui, ces soutiens, ils sont au rendez-vous parce qu'aujourd'hui, le Mali, c'est des coupures de courant. Pendant 48 heures, dans certaines grandes villes, tu n'as pas d'électricité. Ça peut s'expliquer très bien. Ça. Et le gasoil à 2500 francs CFA le litre. Donc la situation, c'est au bord de la révolte. Là. Alors moi, je connais un homme d'affaires malien qui est dégoûté de ce qui se passe, qui dit « Je ne comprends pas cet homme ». Il le connaît très bien en plus. Je ne le comprends pas. C'est un suicide économique. Quel intérêt... Pour un pays qui est déjà endetté. Déjà. Quel intérêt s'embrouiller avec un pays qui pourrait nous apporter des solutions économiques et des solutions de production de richesse, des solutions d'exploitation, comme on le fait au Niger? Quel intérêt de faire cette imbécilité? Il ne comprend pas. Il dit c'est stupide. Qui va nous aider? Les Émirats, ils cherchent juste l'or, ils s'en foutent. Le Maroc, il cherche juste à augmenter sa zone d'influence. Et là, ils vont le faire, c'est pas le problème. Mais ils ne vont pas les aider. Ils n'ont pas les moyens. Le Maroc est un pays pauvre, malgré tout. Qu'on dise ce qu'on veut, c'est un pays surendetté qui n'a pas les moyens d'investir. Ils ont des banques. Ils font très bien le bancaire, pas de problème. Mais ils n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont pas d'outils de production industrielle, les Marocains. Ils ne peuvent pas exploiter le pétrole ou le gaz. Ils ne savent pas faire. C'est normal, ce n'est pas leur métier. L'Algérie sait le faire. Elle sait exploiter les mines, que ce soit les minerais de fer, de pétrole, de fer, d'or ou je ne sais, ou des pétroles et du gaz. Elle le fait très bien avec le Niger, je disais. Donc c'est un suicide économique programmé. Et il parie sur le rêve que les Émirats leur feraient des cadeaux, ce qui est un rêve total. Les Émirats, ça reste des produits anglo-saxons qui sont là pour faire de l'argent, c'est tout. Et à partir de là, il parie sur la solidarité des pays de l'ES pour s'embrouiller avec l'Algérie. Mais ça ne marche pas. Ils font des déclarations, c'est vrai, mais dans les faits, ça n'a pas bougé un iota leur relation économique. Et aujourd'hui, si le Mali n'a plus d'électricité, s'il est en difficulté chronique d'approvisionnement en gaz et en pétrole surtout, c'est parce que ceux qui alimentaient leur centrale électrique, c'est les Algériens. Tout simplement. Absolument. Quand on coupe la relation, on coupe l'alimentation. Et ce n'est pas le gaz ou le pétrole, enfin le gaz plutôt, qui viendrait des Émirats Arabes Unis qui pourra les aider. Ça coûte trop cher. Le GNL, le gaz liquéfié, est extrêmement cher parce qu'il faut comprendre le processus. On le liquéfie d'abord au départ, on le transporte par voie de navire, on arrive, on doit le regazifier. C'est pas on le balance en liquide, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça coûte très cher. Ça coûte 4 à 5 fois plus cher. Donc pour un pays pauvre, inaccessible. Alors qu'ils ont un pays très riche à côté qui était prêt à les aider. Donc cette erreur... Qui les aidait. Et qui les aidait, bien sûr. Et qui était prêt à nous, à les aider après la rupture avec la France. Et qui les a aidés même avant la rupture avec la France. Donc cette erreur est une erreur d'un type qui s'est pris à un jeu dangereux, qui est celui de l'ivresse de la puissance. Il a cru, parce qu'il recevait une médaille militaire des Russes,
Il a cru, parce qu'il y avait une formation de ses soldats, et c'était très bien, hein, moi je n'étais pas contre. Il a cru qu'en ayant Wagner, ce groupe ridicule en l'occurrence, qui a montré ce qu'il valait sur le terrain, il aurait la primauté sur le terrain. Il a pris Kidal par la force, il dit c'est bon, je vais tout prendre. Il voulait renverser la table. Il s'est planté. Maintenant, il commence à voir ses fragilités intrinsèques. Une armée, ça ne se forme pas en 3 jours. Ça ne se forme pas en 6 mois. Une armée qui doit, ne serait-ce que piloter un avion de chasse, il faut un type formé sur 30 ans. C'est un parcours universitaire. C'est des connaissances mathématiques. Un avion de chasse, ça ne se plie pas comme ça. Et quel avion de chasse? Russe ou américain? On voit avec la question ukrainienne, les Ukrainiens, ça fait des années qu'on leur vend des avions de chasse, ils sont incapables de piloter un F-16. Ils parlaient russe. Donc c'est des avions russes, ils avaient des Sukhoi. Ils n'avaient pas de F-16. Tout ça pour dire que lui a cru qu'il allait faire un miracle à partir de rien. Donc non, ça ne marche pas. Son armée, elle peut juste se déplacer par voie de route terrestre, mais l'aviation n'est pas maîtrisée. Il est passé par les drones, mais les drones ne sont même pas pilotés par ses propres techniciens parce qu'ils ne savent pas faire. Donc il se retrouve avec une dépendance considérable et un coût considérable pour alimenter cette dépendance. Et c'est là où il a manqué de clairvoyance et c'est là où on peut lui en vouloir. Je rappelle qu'Assimi Goïta a été en son temps libéré par l'armée algérienne, ce qu'il a oublié aussi. Très bien. Donc, pour toi, pour conclure sur ce volet du pays du Sahel, le projet de gazoduc n'est pas forcément remis en cause malgré la situation un peu tendue, là, enfin, très tendue avec le Mali, mais avec également les autres pays de la région. Bah, si on s'en tient au point Emma, oui, il est remis en cause. Mais bon, si on s'en tient à des journaux de propagande un peu ridicules, tout est remis en cause. On n'a même pas l'usine Fiat, hein, je veux dire. Ouais, récemment, j'ai encore entendu un truc ridicule qui a été repris par une propagandiste d'extrême droite française qui s'appelle Sabrina Medjaber. Je vais faire sa pub parce que j'ai eu l'occasion de la sabrer une fois sur un média. Elle a osé dire que les Algériens ne pouvaient pas rentrer en Arabie sans un test psychiatrique. Ce test qui n'existe pas scientifiquement. Il n'y a aucun docteur qui fait un test psychiatrique. Quand on balance des fake news, il faut regarder la source. Et moi, dans mon travail de journaliste, je sais une chose. Je regarde 3 sources. Si on prend une source, c'est pas la peine. On m'a souvent demandé de commenter un fait d'actualité, sur la radio et la télévision algérienne, par exemple, et je vérifie 3 sources différentes. Quand je dis différentes, c'est opposé. Comme ça, 3 sources opposées, on peut se faire une idée à peu près objective de la réalité des faits. Et là, quand on n'a que des sources en point MA, c'est totalement orienté. Donc c'est forcément un tuyau crevé. Et quand elle répercute une information fausse, elle le fait très bien. À l'extrême droite. Et c'est faux. Là, c'est pareil. Quand point MA dit, et je dis bien point MA, c'est les sites internet marocains qui malheureusement font leur travail de propagande. Ils sont dans leur boulot, c'est pas le problème. Ils vont annoncer qu'il y a une rupture, ils l'ont annoncé plusieurs fois, il n'y en a jamais eu. Aucune. Pourquoi? Parce que d'abord, on a toujours une relation diplomatique, même si elle a l'air distendue, mais elle existe. Et surtout parce que qui va remettre en question un accord économique aussi solide qui bénéficie d'abord au Niger? L'Algérie n'a pas besoin de gaz du Nigeria. C'est vraiment faire une belle action économique et politique que de proposer ça. On n'est pas obligé de le faire. Donc on pourrait même passer par on pourrait éviter facilement même d'exploiter ce gazoduc. Ça n'a aucun intérêt. On produit des quantités de gaz faramineuses, on augmente la production, on découvre des stocks considérables encore dans le désert. On est sous-exploité actuellement, on peut faire beaucoup plus. Pourquoi passer par ce projet qui coûte de l'argent? Parce qu'il y a un coût d'investissement. Il faut lâcher de l'argent pour récupérer. Et la rentabilité, elle n'est pas sur 3 ans. Elle est au moins sur 5 à 10 ans. Donc, effectivement, ça n'a aucun intérêt pour l'Algérie, objectivement. Ça a un intérêt sur un plan panafricain, politique, économique, et pour réduire la misère de ce pays. Et l'Algérie propose des solutions pour cela. Eh bien ça, c'est quelque chose que malheureusement, M. Goïta ne voit pas. Parce qu'il a une vue courte. Il est un peu ingrat, il a une vue courte. C'est dommage parce que les pays du Sahel ont une formidable idée de se coaliser, c'est très bien, pour la sécurité, mais n'ont pas su se projeter politiquement. Et ne parlent pas le même langage. Chacun a des intérêts qui sont convergents ou divergents. Le Niger n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mali et au Burkina. C'est 2 entités qui sont totalement différentes sur le plan économique. D'accord, très bien. On va sortir de la région du Sahel pour un petit peu aller dans l'ensemble du Moyen-Orient, du Maghreb et même du Moyen-Orient. Alors commençons déjà par notre voisin, le Maroc. On a l'impression qu'il y a une sorte de bras de fer entre l'Algérie et le Maroc pour à qui va être la puissance régionale finalement. Et lorsque l'Algérie va avoir une stratégie, comme là on a parlé d'anticolonialisme, se positionner sur certains dossiers, on a l'impression comme si parfois le Maroc proposait immédiatement une alternative. Bon, on a un autre exemple dont on vient d'évoquer, le gazoduc a proposé une alternative à peu près systématiquement. Et là où je veux en venir, c'est quand on voit ce qui se passe
dans une autre région, deux pays qui sont complètement différents, anglophones, donc entre l'Inde et le Pakistan, avec cette escalade militaire qu'on a pu voir extrêmement dangereuse, qui se disputent quelque part aussi un territoire, en l'occurrence le Cachemire. Est-ce que l'on peut craindre également une escalade militaire entre le Maroc et l'Algérie? Déjà, je dis à titre personnel, dire à titre Bien sûr. politique. À titre personnel, non seulement je serais, je ne veux évidemment pas que ça arrive, ça va de soi. Bien sûr. Ce serait une horreur parce que ce sont des propres frères, qu'on le veuille ou non. Beaucoup d'anti-marocains ou d'anti-algériens vont dire le contraire, mais moi ça ne m'intéresse pas. La nation nord-africaine, je dis bien la nation, au sens historique, pas la nation au sens jacobin, au sens historique. Donc l'entité nord-africaine, la géographie nord-africaine est une et indivisible. La colonisation a créé des frontières artificielles, mais ces entités ont toujours existé. Oui, il y avait des royaumes, voilà, c'était ça. Les États-nations, ça reste assez récent dans l'histoire. Tout à fait. C'est vraiment le communisme français. Et donc, cette identité nord-africaine et africaine, parce qu'on oublie toujours l'Afrique là-dedans, elle nous appartient. Elle ne peut pas être déconstruite. Que ce soit un caftan algérien ou marocain, il n'y a pas de différence. Que ce soit la façon de verser lutter, il n'y a pas de différence. Que ce soit la façon de s'exprimer ou la façon de faire le deuil, je ne sais, il n'y a pas de différence. Il y a quelques petits ajustements, mais c'est juste... Non, c'est culturel. C'est régional, c'est mignon, il y a des apports de différentes cultures, mais que ce soit l'Andalousie d'un côté ou le côté peut-être de la Turquie, mais il n'en demeure pas moins que c'est la même chose. Ce sont les peuples qui ont le même passé commun. Les peuples qui ont subi la même colonisation, même si certains pensent que le protectorat, c'est pas la colonisation, c'est une colonisation, sinon on ne parle pas d'indépendance. Peut-être un peu cohérent. Mais certains rêvent d'un conflit entre les deux pays. Alors d'abord, il faut être très clair. En 90, il y avait eu un conflit entre les deux pays, ça aurait été une catastrophe pour l'Algérie parce qu'on était vraiment en difficulté. Pas d'armement, isolé du monde, avec de vieilles armes soviétiques sur la fin de vie, avec peu de technologie. Aujourd'hui, l'Algérie, en 20 ans, a restructuré totalement ses armées et on a fait une très grande puissance africaine, deuxième puissance africaine, et sur un plan opérationnel, première puissance. Parce que l'Égypte a beaucoup d'armes, mais sur le plan opérationnel, sur le plan technique, sur le plan de la maîtrise de l'interarmée, ils sont largement moins bons que les Algériens. Preuve en est, en termes de sous-marins, c'est nous qui dominons la Méditerranée. C'est dire à quel point on a un pays qui est très très bien équipé pour se défendre. C'est un pays qui se défend, qui n'attaque pas. Tout à fait. Premier aspect. Second aspect, mettre en miroir deux pays comme le Maroc et l'Algérie, c'est mettre en miroir deux choses qui n'ont rien à voir. Qu'on compare le Maroc et la Tunisie, je peux l'entendre. Deux petites puissances, avec des moyens économiques faibles. La Tunisie, 40 milliards de PIB, le Maroc, 135 milliards, très souvent fabriqués d'ailleurs par des usines françaises. Il y a les réalités. Le Maroc, qui malheureusement subit une sécheresse ignoble. Moi, j'ai vraiment une pensée pour ces malheureux. Ça fait des années, ça va dire, ça fait 6 ans de sécheresse pour ces malheureux agriculteurs marocains qui vraiment en souffrent. Le Maroc, qui est un pays qui a un PIB qui est bas, mais pas seulement, un IDH qui est bas. Bref, c'est un pays qui a beaucoup de choses à réparer. Avec un contrôle total de l'État, effectivement. Et qui a adopté le pire système qui soit, c'est l'ultralibéralisme. L'ultra riche face à l'ultra pauvre. Il n'y a pas pire. Dans un pays pauvre africain, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas comparer le Maroc à l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays rentier au départ, et que l'Algérie est surtout un pays qui est plus important en superficie. C'est quasiment 5 fois la superficie du Maroc. Le Maroc, c'est 400 000 km² à peu près. L'Algérie, c'est 440, et puis l'Algérie, c'est 2 300 000 km². Donc déjà, en termes de volume, c'est pas comparable. En termes de création de richesse, c'est pas comparable. Parce que l'économie informelle n'est pas dans le PIB, mais si elle était dedans, on passe à 500 milliards. Parce qu'on ne la comptabilise pas, ce qui est logique. En termes d'influence politique, il n'y a pas photo. Les Marocains sont partis de l'OUA à l'époque et de l'Union africaine, et en sont revenus qu'en 2017 très tard. L'Algérie n'a jamais quitté les instances de l'Union africaine, n'a jamais quitté les instances de la Ligue arabe, n'a jamais quitté les instances régionales. C'est pas du tout la culture algérienne. Elle n'est pas en rupture. Le Maroc travaille pour sa propre souveraineté et uniquement la sienne. Il n'est pas dans une démarche d'exporter un modèle quelconque, parce qu'il n'est pas exportable son modèle, l'ultralibéralisme. Et le Maroc n'a pas les moyens de ses ambitions. S'il voulait être dominant et commencer à s'étendre comme ce fameux Grand Maroc que les Circlades à l'époque avaient déliré sur un Grand Maroc, ça ne peut pas fonctionner. Ils n'ont pas les moyens. D'abord parce que les populations le rejetteraient, puis ensuite surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires, ni économiques. Donc tous ces éléments font que, et Dieu merci, il n'y aura pas ce genre de tension et de conflit direct. Oui. Alors justement, passons du côté du Golfe arabique et en particulier les Émirats. Pendant longtemps, dans leur modèle économique, ils se présentaient un petit peu comme la Suisse du Golfe ou du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'ils étaient neutres. Ils ne s'impliquaient pas dans des questions géopolitiques. Et puis, ça a bien changé.
Cette époque est révolue, peut-être un petit peu des besoins également économiques, il fallait changer un peu de modèle. Et là, maintenant, force est de constater qu'ils ont accéléré sur la question géostratégique et ils sont très présents en Afrique et ils sont très actifs à vouloir déstabiliser notamment l'Algérie par différents moyens. Pourquoi, comment c'est arrivé cette relation avec les Émirats? Alors, le pourquoi, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a une influence extérieure. C'est les premiers à avoir normalisé. Tout à fait. Pareil. C'est pour ça que je parle d'influence extérieure. Parce que l'Algérie est un pays où les sionistes savent parfaitement qu'ils ne veulent pas du tout normaliser. Pas normaliser. J'aime pas le terme d'ailleurs, normaliser. Ils ne veulent pas faire la capitulation. Ils ne veulent pas capituler devant Israël. Quand on voit ce qu'ils font actuellement, ces barbares, ça fait rire. Les Émirats ont accepté cela parce que d'abord sous pression. C'est un pays qui a été créé en 72 pour être précis. Donc il a été décolonisé en 72. Pourquoi je dis créé? Parce que contrairement à l'Afrique du Nord, c'est des pays créés. Ce sont des cités-États. Il y en a 7. Qui ont été, on les appelle unis. Ils ont uni 7 cités-États. Et ce sont des pays qui sont le fruit d'une logique occidentale. Comme par hasard, c'est les Anglais qui colonisaient. L'Angleterre étant un royaume, ils nous ont pondu des royaumes. Ce n'est pas un accident. L'Afrique du Nord, à part le Maroc, qui est très exceptionnel, sinon tout le reste, c'est des républiques. Les Anglais, tous les pays où ils ont été, ils ont installé des royaumes. Que ce soit l'Égypte, du temps de Farouk, qui était un royaume. Donc la décolonisation, on place un de leurs rois, un larbin, qui travaille pour eux. Les Émirats, l'Arabie, le Qatar, Dubaï, tu sais quoi, enfin, l'Arabie, le Qatar, le Koweït particulièrement, qui était très actif dans les années 80, qui foutait bien la pagaille, maintenant ils ne parlent plus, ils ont arrêté, mais quand même, il a fallu une guerre contre l'Irak. Les Émirats ont pris le rôle du Koweït. Le Koweït, en 86, fait un contre-choc pétrolier et tue les économies arabes. Après, la guerre du Golfe, le Koweït ne parle plus, on l'entend plus. Ils ont compris la leçon. Et les Émirats ont décidé, alors qu'ils avaient un dirigeant assez extraordinaire, Cheikh Zayed, qui était vraiment un type formidable, qui a vraiment une vraie vision pour son pays, le fils n'est pas à la hauteur du père. Le fils a des ambitions politiques. Il veut exister. Après avoir existé économiquement, et la réussite économique est relative. Ça reste une dépendance. Pendant le Covid, on a vu ce que valait leur économie, elle s'est effondrée. D'accord. La dépendance est totale vis-à-vis des étrangers. Que ce soit dans l'immobilier, ils ne fabriquent rien d'autre. Ils ont des ventes effectivement financières, mais quand il n'y a pas d'économie, ça s'effondre. Mais ils n'ont pas d'industrie du tout. Ce pays ne sait pas faire un clou. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne savent pas fabriquer un clou. Un yaourt, ils ne savent pas faire. Tout est fait à l'étranger. Donc c'est relatif. C'est une sorte de vitrine comme ça, un petit peu comme à l'époque Singapour ou Hong Kong. C'était des vitrines comme ça occidentales pour montrer qu'ils avaient réussi. Mais il y a une réalité. C'est que ce débordement des frontières répond à des impératifs d'ordre qui répondent à l'ego. Je pense que ce Ben Salman fonctionne à l'ego. Ce n'est pas un type qui réfléchit. Ils ne sont pas très fins en général, ces dirigeants. Et il dit, je veux que mon pays brille et influence les autres. Alors les Émirats arabes unis, c'est quoi? C'est face à un Yémen qui est la seule république dans la région. Le Yémen s'est débarrassé du royaume. C'est la seule république. Et le Yémen était bombardé par les Émirats et l'Arabie. Ils sont face aux frères musulmans du Qatar, qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve plutôt en Turquie, qu'on a retrouvé en Égypte qui était renversé, qu'on retrouve évidemment au Maroc avec le PJD, qu'on a retrouvé un peu partout, même en Algérie avec le MSP, les frères musulmans. Donc c'est des groupes un peu légalistes, plutôt républicains. Et eux, ils sont entre ça. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc ils disent d'un côté, on a une république dangereuse dans le sud, qui a une influence, les Houthis qui sont influencés par l'Iran, donc le chiisme. Et dans le nord, on a quoi? Le Qatar qui est frère musulman. Et nous, on est au milieu avec une Arabie qui est wahhabiste. Donc il y a une pression qui s'exerce sur eux. Un pays ultra-libéral, effectivement, un pays où tout est autorisé, toutes les déviances même parfois. Et un pays qui a choisi une réussite économique et qui était intéressante au départ. Moi, je ne critique pas, je trouvais ça fascinant. C'est la dépendance qui a posé problème après. Et donc cette volonté d'exister politiquement, c'est de garantir sa sécurité par la même. Comme ils sont sous pression, ils veulent montrer, ils mettent la pagaille dehors, en gros, pour pas qu'ils soient chez eux. Et ils vont où? Au Mali. Ils vont effectivement déstabiliser le Soudan en soutenant les forces de réaction rapide de Hmiti. Donc ils font tout pour déstabiliser les pays qui leur conviennent pas. Alors, le Soudan, c'est étonnant parce que le pouvoir central est plutôt proche de l'Égypte. Bon. Ils vont en Libye, soutiennent Haftar, l'homme de l'Amérique, soutenu par les Russes aussi. Donc il n'y a pas une contradiction près. Contre qui? Contre la Turquie, frères musulmans. C'est ça l'idée, c'est les frères musulmans. Donc la Turquie, du côté de Tripoli, c'est les frères musulmans. De l'autre côté, c'est le groupe en gros laïque pro-américain. Tout ça pour se positionner, pour éviter le danger chez eux. C'est un peu ça l'idée, même s'il n'y a pas de danger, mais ils y croient. Donc c'est vrai que le pourquoi n'est pas évident à comprendre. On comprend qu'il y a un environnement hostile pour eux.
Ils sont face à l'Iran. C'est quand même ceux qui auraient exporté avec l'Iran. Mais on comprend aussi qu'il y a une volonté par l'ego d'exister. Et l'Algérie est un problème. L'Algérie est une république, ce qu'ils ne sont pas. L'Algérie est anticolonialiste, ce dont ils se fichent complètement. L'Algérie souverainiste, on peut dire qu'ils ne partagent pas vraiment le but, parce que les Émirats arabes unis sont tenus par l'Angleterre. Hein. Et l'Algérie soutient la Palestine alors qu'on fait de la normalisation avec les sionistes. Donc vraiment, on est sur deux mondes différents. Et le dernier aspect, pas des moindres, du temps de Bouteflika, les Émirats arabes unis avaient leur petit bureau à Paris. Ah, en Alger. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, comme à Paris, j'ai envie de dire, avec le PSG. Non, c'est le Qatar, le PSG. Le Qatar. Oui, enfin, ils sont en concurrence avec le Qatar, c'est Marseille. Et les Émiratis, c'est Manchester. C'est Manchester. Il y a toujours un truc. Il y a toujours le lien avec l'Angleterre. Le lien avec l'Angleterre. Voilà, il y a toujours un lien avec la maison mère. Quoi. Et parce que le foot, c'est pas mon dada, c'est pour ça que je fais des confusions parfois. Ce qui est sûr, c'est que chacun a son petit club, chacun veut exister et veut influencer. Et les Émirats étaient très bien placés en Algérie et c'était pas un bon deal parce qu'ils faisaient des investissements qui n'étaient pas vraiment productifs. Ils ramassaient beaucoup de bénéfices, mais on ne bénéficiait pas. Sauf que Bouteflika les aimait bien parce qu'il a vécu un temps chez eux et qu'il a un peu pris leur modèle en termes d'infrastructure. Donc il y a toujours des vases communicants. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'arrivée du Hirak, ça a changé. La nouvelle équipe gouvernementale a décidé que l'Algérie devait produire de la richesse. C'est beaucoup de gouvernements qui étaient nostalgiques des pays, des dirigeants corrompus. Voilà. Et donc ça a changé. On produit, on s'autonomise, et ceux qui ne sont pas intéressants pour nous en termes de productivité, ben, ils dégagent. Et sauf que le Qatar veut investir massivement, il le fait parce que l'Algérie a prêté main forte sur la tension dans le Golfe, à l'époque, ils faisaient cette coopération. Et les Émirats, c'est moins intéressant pour eux. Surtout qu'ils ont le Qatar en face d'eux, qui sont leurs ennemis. Il faut bien comprendre que c'est une vraie concurrence régionale. Et à partir de là, on a vraiment un chamboulement des rapports de force où les Émirats étaient les rois de la scène algérienne, sont évincés au profit du Qatar, tout simplement. Et c'est comme la Turquie qui est très présente en Algérie, ou comme l'Iran qui s'est rapproché avec l'Algérie, alors que c'était vraiment pas des amis de l'Algérie au départ. Donc c'est dire à quel point les rapports de force sont des rapports à la fois d'amitié politique, c'est vrai, mais surtout géopolitique et économique. Et l'économie n'est pas absente de schéma des Émirats. Ils sentent qu'ils ont perdu un marché algérien, ils ont besoin du reste des marchés africains, qui sont le pourtour de l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent la pagaille un peu partout. Ils mettent des mines. Il faut voir quand même, ils sont présents au Mali, sud de l'Algérie, ils sont présents en Libye, est de l'Algérie. Ils sont présents Ils sont partenaires avec le Maroc. Avec le Maroc. Ils sont présents pratiquement sur toutes les frontières algériennes, sur les 6000 km de frontières. Ça interroge sur la méthode émirati. Après, le pourquoi on l'a un peu expliqué. Le comment, c'est les méthodes quoi d'injecter beaucoup de sommes d'argent, soit des oppositions, soit des investissements plus ou moins fantaisistes, soit simplement à la guerre. Quand ils financent, par exemple, Haftar, c'est un produit américain, c'est un agent de la CIA, il a vécu 30 ans à quelques kilomètres de l'Anglais, donc le siège de la CIA. Il repart en Libye parce qu'il avait été fait prisonnier en 87 dans la guerre du Tchad. Il repart en Libye pour faire quoi? Pour faire l'anti-Kadhafi. Pour être vraiment l'agent de l'Amérique. L'Amérique, j'ai fait un lapsus, les Émirats soutiennent Haftar. Tout est dit là-dedans. Donc il y a vraiment des rapports. Et ce qui se passe, qui pose problème le plus à l'Occident, et particulièrement aux sionistes, donc l'Occident, parce que le sionisme c'est une émanation de l'Occident, ils se disent mais l'Algérie ne va jamais composer, ne va jamais nous reconnaître, ne va jamais faire de normalisation, ne fera jamais rien. Il faut voir que les Émirats ont fait une normalisation sans aucune contrepartie. Ça sert à quoi de faire ça? Au moins l'Égypte était cohérente. Quand il faut une normalisation, enfin quand il faut les accords de Camp David avec Israël, c'est pour récupérer le Sinaï et faire croire qu'ils veulent la libération de la Palestine. Mais ils récupèrent le Sinaï, il y a une contrepartie. Les Émirats, rien. Il n'y a pas de contrepartie. Aucune contrepartie. Ils se sont vendus. Pareil pour tous les pays. Bon, Bahreïn, c'est logique parce que Bahreïn est en panique, ils ont failli tomber. Mais tous ces pays-là, tous ces royaumes, on peut le dire, font des signatures avec les sionistes uniquement pour être sous le parapluie américain. Et l'Algérie se fiche de ça ne les intéresse pas. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, le curseur, et un des curseurs, évidemment, c'est les sionistes, donc l'Occident installé dans la région, mais pas seulement. C'est un curseur économique, évincé de marché, et c'est un curseur de prestige. Ces gens sont bouffés par l'ego. Ils ne pensent qu'à ça. Il faut voir pourquoi est-ce que, par exemple, le Qatar a commencé à émerger sur la scène, ou pourquoi les Émirats étaient vexés. Il y a un mythe qui est sorti, mais enfin, ça a été récupéré, comme quoi, je crois que c'était l'ancien émir arrive, on lui demande c'est quoi les Émirats unis, il ne savait pas ce que c'était, les gens ne connaissaient pas. Et il fait sa fameuse bouche arabe, sa fameuse voile, parce qu'il veut qu'on connaisse le pays. Il voulait cette tour Eiffel. Il l'a faite. Tout le monde connaît les Émirats aujourd'hui. Il a construit des immeubles pour que ce soit de notoriété. Il y a 20 millions de touristes par an maintenant. Il a des afflux financiers importants. Eh bien, ça dit des choses sur l'ego des gens.
vexés qu'ils étaient, ils ont dit on n'existera qu'on le veuille ou non. Ces micro-États, enfin, c'est quand même une grande surface, en l'occurrence les Émirats, ces micro-États vont exister. Ils ne produisent pas grand-chose, pas d'intellect, pas de richesse industrielle, Ils sont beaucoup dans pas le service. d'agriculture. Ils sont que dans le service. Il n'y a pas Mm. d'agriculture. Non, il n'y a même pas. Tout est quasiment importé. Tout est dans le service, Ouais. le service financier. Ouais. Et alors, justement, pour finir, là, on a le pont, justement, avec l'entité sioniste. L'Algérie est l'un des derniers pays du Moyen-Orient à ne pas avoir capitulé envers l'entité sioniste et a été très active au sein de l'ONU en tant que Conseil de sécurité, c'était ça ? Voilà, membres du Conseil de sécurité, ils ont été très actifs. Malgré ça, et encore plus depuis l'élection de Trump, on voit une accélération d'Israël à vouloir écraser définitivement tout ce qui reste de la Palestine. Est-ce que ce n'est pas une cause perdue pour l'Algérie ? Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas une position qui coûte de plus en plus cher. Alors, aucune cause n'est perdue si on refuse de faire un génocide. On commence par le début. On refuse le génocide du barbare Netanyahou, qui est un dégénéré d'Europe. Moi, je retire le titre de judaïté. Je n'accepte pas qu'on les traite de juifs. Enfin, qu'on les appelle, on les appelle juifs. C'est un sioniste. Un vrai juif, ça n'intéresse pas Israël. Un vrai juif pratiquant, il ne rentre pas dans ce délire-là. C'est une question politique et humaine sans détache. Un vrai juif n'a pas tué son frère. Je rappelle que Moïse, dans un des commandements, dit « Tu ne tueras pas ton frère ». Donc, il ne tuera pas son frère palestinien. Donc, c'est un occidental, avec une carte américaine, il n'y avait que aux États-Unis avant d'aller là-bas, qui colonise. C'est un colon, c'est un barbare. Un occidental comme tous les autres. Tous les premiers ministres israéliens sont des Européens. Il n'y a pas d'Arabes. Les Arabes, les Juifs arabes, je veux dire, n'ont aucun pouvoir là-bas. Ils font de la décoration. De Juifs séfarades, hein, ça. Séfarades, oui. Et donc, à partir de là, on a un dogmatisme occidental qui veut rester sur place. C'est la 9e croisade, hein, c'est pas autre chose. Hein. Israël, c'est une fabrication pour une croisade déguisée, qui est suralimentée en armement par l'Occident et qui serait capable d'exterminer jusqu'au dernier Palestinien pour obtenir gain de cause. Sauf que Netanyahou a failli en 2007, le 7 octobre. Il a vendu du rêve à sa population en disant vous êtes en sécurité, on a la technologie, on a un mur d'1 milliard de dollars, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort, une mouche sur là-bas. Voilà ce qu'il disait. Son mur a été percé à 60 endroits. Ils sont rentrés tranquilles, ils ont liquidé quasiment tous les soldats qui étaient aux abords, et il y a eu ces massacres effectivement de civils. Massacres des deux côtés. Que ce soit les gens du Hamas d'un côté ou Israël qui les bombarde, c'est des deux côtés. Dont il serait plus informé qu'on ne le pense à part. Bien sûr, c'est très bien. Il a failli parce que son Mossad arrogant n'était pas au rendez-vous. Il n'a rien vu venir, contrairement à ce qu'il raconte maintenant. A posteriori, il raconte toujours qu'on savait, hein. Mais avant, c'est pas. C'est comme en 73. L'ironie du sort, c'est qu'en 73, comme le 7 octobre, c'était le 6 octobre 73, c'est 50 ans jour pour jour après le conflit entre l'Égypte, la Syrie et les sionistes, que les Palestiniens se sont manifestés. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient bien que la cause était vendue. Que le front du refus arabe était en train de craquer, voire de disparaître. Il reste combien de pays du front du refus ? Toutes les républiques arabes étaient du front du refus. Ils ont liquidé la Syrie, donc c'est plus une république maintenant. Ils ont liquidé quasiment l'Irak, même si elle reste encore un peu solidaire. La Tunisie et l'Algérie sont au front du refus. La Libye a été quasiment liquidée, mais ça reste sur le front du refus. Le Soudan s'est vendu pour sortir d'État terroriste. Les Américains ont dit vous acceptez Israël, on vous sort. Donc en gros, tous les pays du front du refus ont été soit ont reculé, soit ont disparu, soit on les a liquidés. Et tous les traîtres, donc les royaumes en général, ont immédiatement dit ce que leur maître leur disait de dire. Le maître a dit tu signes, ils ont signé, sans exister. Il manque que l'Arabie aujourd'hui. Qui hésite. Comment ? Qui hésite et qui a peur par rapport à sa population, la réaction de sa population. Elle a peur mais en haut, ils sont... ils sont d'accord à bord. Ouais, voilà. C'est des traîtres. Un traître, ça reste un traître. Donc sa population, si ça arrive, ils ont peur avec plus de force. Ils ont beau être 5000 membres de la famille royale, il y a toujours des risques. Même dans la famille royale d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que ces royaumes, qui sont des produits d'Occident, ils ont été créés et placés par l'Occident, c'est pas du tout des pays émancipés, font ce que leur disent leurs maîtres. Comme d'ailleurs à l'époque du royaume, enfin ça s'appelle ça un royaume, le Shah d'Iran, donc le royaume d'Iran, le Shah d'Iran était le chien de l'Occident là-bas. C'est ce qu'on lui disait de faire. Et il a dit d'ailleurs avant de mourir, je ne comprends pas qu'on m'ait lâché à l'époque de Carter, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Il a dit à l'époque, à sa date, je ne comprends pas qu'on m'ait lâché, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai répondu à tous les ordres. Donc ce sont des larbins. L'Algérie se bat pour une cause noble qui est partagée par 95% de l'humanité. C'est pas parce que les dirigeants et dictateurs arabes ont reculé là-dessus que la cause n'est pas entendue. Elle se bat parce que c'est une barbarie barbare d'Occident
ce sont des génocidaires, ils ont l'habitude de ça, ils l'ont fait entre eux. Et que ces gens-là, pour montrer qu'ils n'ont pas failli le 7 octobre, veulent montrer qu'ils font peur maintenant, qu'ils tuent des civils en cascade, massivement, pour dire on fait ce qu'on veut, on est les plus forts. Mais c'est un aveu de faiblesse. 3 200 000 Vietnamiens ont été tués par les Américains, qui a gagné la guerre. Les Vietnamiens. Pareil pour la guerre de Corée. Ils ont tué à peu près 2 à 3 millions de personnes. Les Américains ont perdu en 1953. Chaque fois qu'on tue, sauf les Américains, malheureusement les Indiens d'Amérique, ils ont été exterminés, mais à chaque fois qu'on tue massivement des populations, comme 26 millions de Russes, c'est les nazis qui ont perdu. Quand on tue massivement des populations, des résistances s'organisent immédiatement, ça dissémine, ça devient des métastases littéralement, de fédéines, de résistants, de ces guerres asymétriques. Et à chaque fois qu'on tape très fort, on obtient l'effet inverse. On a de plus en plus de résistance. L'Algérie, l'Afrique du Sud, et c'est tout à son honneur, sont le front du refus. On n'a pas besoin d'autres pays. Mais le Brésil est le front du refus aujourd'hui. Mais l'Irlande est le front du refus. La Belgique aussi, l'Espagne aussi. C'est disséminé. C'est-à-dire que ce qui semble isoler l'Algérie dans le monde arabe. La France commence à se réveiller. La France commence à se réveiller. Pour des raisons politiques, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que ce qui semble isoler le monde arabe, tous les traîtres des États satellisés par l'Occident, ne fonctionne pas dans le reste du monde. Le monde se réveille. Donc aujourd'hui, même l'Australie manifeste alors qu'il n'y a pas d'Arabes ou de musulmans là-bas. C'est dire un peu. Le monde est attaqué à la cause palestinienne. L'échec est total de la part de la partie sioniste. Ils voulaient faire disparaître la Palestine. Il n'y a jamais eu autant de drapeaux palestiniens dans le monde qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc l'Algérie est dans une position de force, contrairement à l'idée reçue. Ceux qui perdent et qui perdront, c'est l'entité sioniste. C'est ce déchet de Netanyahou, qui d'ailleurs devrait faire la prison d'une manière ou d'une autre. Il va être poursuivi, il va être condamné par contumace, mais il sera défait. Parce que la force brute n'apporte pas de solution. La force brute, comme son nom l'indique, c'est de la brutalité. C'est ce qu'on appelle le type qui est abruti. La brute épaisse. Eh bien, l'abruti, en règle générale, il ne gagne pas, il ne va pas bien longtemps. Moi, j'ai plus de respect pour Einstein qui a inventé la bombe atomique que pour Netanyahou qui a inventé la barbarie sur le territoire palestinien en tuant des civils. Et c'est facile. Plutôt que d'aller sur le terrain de la paix, ce qui était plus difficile pour lui parce que c'est un dogmatique. L'Algérie n'est pas dogmatique. L'Algérie a des positions de principe qui sont reprises par tout le monde arabe et particulièrement par les Palestiniens. Par les populations. Alors, est-ce que M. Macron aura le courage, parce qu'il faut du courage politique, ce qu'il n'a pas eu beaucoup depuis le début. Il se rend compte que c'est des barbares en face, il a enfin compris. Est-ce qu'il aura ce courage de reconnaître l'État palestinien pour faire pression, parce que ça ne suffit pas de reconnaître, comme 140 États dans le monde quand même. Est-ce que ça va créer un effet d'entraînement positif pour les Palestiniens? J'en doute, parce qu'il faut d'abord que Macron le fasse, et je crois peu à sa reconnaissance. Mais le Brésil, mais Trump, le plus radical, pourrait le surprendre. Trump est en train de lâcher Netanyahou. Il a fait une visite au Moyen-Orient, ils n'ont pas fait attention, il n'a pas été voir Israël. Il a été voir ses intérêts. Et Trump, c'est un WASP, c'est typique d'un Américain blanc, de type protestant, qui défend d'abord ses intérêts. Le risque d'Israël, c'est pas que les Arabes l'écrasent. Le risque d'Israël, c'est que l'Amérique l'abandonne. Parce qu'un jour ou l'autre, et ça commence la tendance commence à s'inverser aux États-Unis, la population est acquise de Palestine, on le sait, un jour ou l'autre, ils vont se dire, mais quel intérêt on a à financer un État génocidaire barbare qui nous coûte de l'argent, alors qu'il y a 300 à 400 millions d'individus arabo-musulmans, et le monde musulman c'est 2 milliards, qui nous rapporteraient de l'argent. Et ce pragmatisme, ça s'impose de plus en plus dans les sphères économiques américaines. Pourquoi on se donne une image détestable en soutenant cet État-là, alors qu'on pourrait avoir une image formidable et on vendrait du Coca-Cola partout, et du McDo. Et cette question-là va être déterminante dans l'équation palestinienne future. Espérons-le pour les Palestiniens. Merci beaucoup. On termine sur ces mots d'espoir. Merci à toi d'être venu. À bientôt pour une prochaine. J'espère, avec plaisir.